Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Bessora, je suis auteure du livre et présidente du Conseil permanent des écrivains, qui rassemble une quinzaine d'organisations d'auteurs, de syndicats d'auteurs et d'organismes de gestion collective. Je vous remercie tous d'être venus nombreux aujourd'hui assister à ce premier numéro de Place des auteurs. Donc on aimerait que ce soit une agora où on puisse discuter, échanger, expliquer sur des sujets qui nous concernent, nous les auteurs. Et donc pour cette première, on a choisi l'affaire Agessa. Donc comme vous le savez, en principe, depuis le 1er janvier 2019, tous les auteurs cotisent dès le premier euro pour toutes les cotisations sociales, y compris la retraite, et ils cotisent à l'AGESA, à l'URSSAF, pardon, sans que cela leur ouvre forcément des droits à pension de retraite. Avant ça, les cotisations sociales étaient recouvrées par l'AGESA, qui est l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, ou par la MDA, qui est la maison des artistes. Et ces deux organismes étaient agréés, et puis donc ils nous rattachaient et ils nous rattachent au régime général de sécurité sociale, ce qui était une évolution pour nous. On entend et on lit beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, que 190 000 auteurs dont les cotisations vieillesse n'ont pas été appelées auraient été spoliés de leur droit à une pension de retraite. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui est concerné? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour tenter d'y répondre, on a deux grands témoins, donc Christian Chamoura, qu'on remercie, qui est photographe, qui a été président de la GESA, et Mireille Lépine, merci à elle également, qui est photographe, plasticienne, poète et qui est secrétaire générale du syndicat national des artistes auteurs Force ouvrière. Alors vous pouvez, si vous en avez d'ores et déjà posé vos questions dans le chat, que pour activer, vous allez en bas de votre écran, vous cliquez sur la petite icône discussion, elle s'appelle parfois converser, ça vous ouvre une petite fenêtre et vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre pendant un ou deux tours de questions qu'on organisera avant le débat. En deuxième partie, justement, à ce débat-là, vous serez invité également à participer. Donc pour commencer, peut-être une question double. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence entre Maison des artistes et AGESA? Et puis, qu'est-ce que c'est aussi que cette distinction affiliée assujettie? Je vais poser cette question à Nathalie Mindre de l'Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques et du CPE, et également Emmanuel de Rangervais du Syndicat national des auteurs et des compositeurs et du CPE également. Nathalie, si tu veux bien nous donner quelques éléments de réponse pour commencer. Bonjour à tous. Alors, sans repartir sur un historique trop long, puisque l'idée est de vous laisser la parole, on va revenir un petit peu sur la construction de ce régime de protection sociale. Ce régime de protection sociale des artistes-auteurs est commun à tous les auteurs, mais sa structuration originelle a créé des différences de gestion entre ce qu'on appelle les branches professionnelles du régime de protection sociale des artistes-auteurs. Dès 1965, la Maison des artistes est agréée par l'État pour gérer la protection sociale des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Une loi du 31 décembre 1975 étend son champ d'application, réaffirme son agrément et elle est agréée pour gérer ce qu'on appelle la branche des arts graphiques et plastiques. En 1977, pour gérer les autres catégories d'auteurs, c'est l'AGESA qui devient l'organisme agréé et qui gère 4 autres branches professionnelles, la branche des écrivains, la branche des auteurs et compositeurs de musique, la branche des auteurs d'œuvres pour le cinéma et la télévision et la branche des photographes. La Maison des artistes a été créée par des artistes, d'ailleurs avec le soutien de diffuseurs et de l'Association de défense des droits d'auteur de l'époque, ADAGP, que je représente aujourd'hui. L'AGESA, elle, a été fondée exclusivement par des organisations professionnelles de diffuseurs et de sociétés de droits d'auteur, représentant chacun leur circuit de diffusion. C'est pourquoi chacune des branches professionnelles était encadrée par sa propre commission professionnelle dédiée. Ces commissions professionnelles étaient chargées d'acter l'ouverture pleine et entière des droits sociaux aux auteurs, dont les revenus ne leur permettaient pas de relever de plein droit du régime des artistes-auteurs. C'est ce qu'ont désigné encore il y a peu les affiliés par rapport aux assujettis. Ces derniers cotisaient au titre de la solidarité, mais sans bénéficier de toutes les prestations sociales prévues par le régime des artistes-auteurs.
Donc là où la Maison des artistes a adopté un fonctionnement homogène, quel que soit le profil de l'artiste et quelle que soit sa discipline artistique au sein de sa branche, l'AGESA s'est concentrée sur les auteurs déclarant en traitement et salaire et précomptés par leurs diffuseurs, usage qui était le plus courant pour les professions qu'elle gérait. La principale conséquence de cette différence de gestion concerne directement, bien sûr, les droits sociaux pour lesquels les artistes-auteurs sont appelés à cotiser, et notamment la retraite. C'est bien la problématique qui nous occupe aujourd'hui, et je laisse le soin à Emmanuel de Rangervé de développer cette problématique et ses conséquences. Merci Nathalie, mais tu as dit tellement de choses que je vais, plutôt que développer, je vais juste ajouter certains éléments. Je ne sais pas si Bessora se charge. Donc, sur la question de deux organismes agréés, pourquoi deux? Pourquoi pas une seule association pour gérer l'ensemble des artistes-auteurs? Certainement, mais je n'étais pas là à ce moment-là, mais certainement, il y a eu des raisons historiques qui ont fait que, si on se replace dans le contexte de l'époque, toutes les catégories n'étaient pas d'accord pour avoir un seul organisme qui gère l'ensemble des populations d'auteurs. Pour les raisons qui ont été évoquées par Nathalie, et entre autres le fait qu'il y avait déjà une histoire de sécurité sociale pour les arts graphiques et plastiques, avec la MDA qui gérait déjà la sécurité sociale de ces catégories professionnelles. Du côté des écrivains, il y avait également un système qui existait, mais ce qui n'existait pas, c'était pour les autres auteurs et ou compositeurs. Et donc, l'idée en 1975 était d'avoir un système qui puisse être transversal à tous les secteurs de la création et pour tous les auteurs. Mais clairement, c'était pour les auteurs professionnels puisqu'il était question de revenus. Donc, pour moi, il devait y avoir des questions historiques, des questions objectives de fonctionnement dans les secteurs qui ont joué et qui ont fait que deux organismes ont été agréés. Et c'est resté comme ça, même si à un moment donné, mais relativement récemment, il y a eu des demandes ou des perspectives de fusion des deux organismes pour n'en faire qu'un seul. Aujourd'hui, avec le système tel qu'il est depuis le 1er janvier 2019, de toutes les façons, c'est l'URSSAF et uniquement l'URSSAF. Les deux organismes subsistent, mais avec des fonctions qui sont très limitées par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Sur la différence assujettis-affiliés, moi, je ne veux pas refaire l'histoire là non plus. Je constate simplement qu'effectivement, il y avait des questions de revenus qui se posaient dans le cadre de l'ancien système et que ces questions de revenus nécessitaient qu'il y ait une prise en compte des revenus annuels. Donc, il y avait des obligations de déclaration annuelle des revenus artistiques qui devaient être validées par les services. Il y avait préalablement d'ailleurs pour le fait d'être identifié, il y avait une demande d'affiliation, un dossier d'affiliation qui devait être rempli. Et sans ce dossier d'affiliation, effectivement, l'AGESA, pour prendre l'exemple de l'AGESA, n'identifiait pas les artistes-auteurs. Et donc, pour ceux qui étaient en précompte, seules les cotisations maladie et les prélèvements sociaux, quand ils ont commencé à apparaître CSG, CRDS, étaient totalement pris sur l'ensemble des revenus, comme tous les Français devaient payer leurs cotisations maladie et leurs cotisations CSG, CRDS sur l'ensemble de leurs revenus. En revanche, la différence affilié-assujetti faisait que, puisqu'il n'y avait pas d'affiliation, de déclaration de revenus et d'appel de cotisation vieillesse, eh bien, effectivement, les assujettis ne bénéficiaient pas du régime artiste-auteur et en particulier, leurs assiettes de cotisation retraite n'incluaient pas les revenus éventuels qu'ils avaient en droit d'auteur. Voilà pour ajouter quelques éléments après l'intervention de Nathalie. Merci. Merci Emmanuel, merci Nathalie. Je vais me retourner maintenant vers Paola Apelius. Paola, on a reçu un certain nombre de mails qui nous posent des questions. Est-ce qu'on pourrait faire un premier tour de questions pour répondre à quelques-unes de ces questions avant de passer à nos grands témoins? Oui. Bon, alors bonjour à tous. Je vais en regrouper trois qui posent la même question en réalité. Et ça rentre directement dans le vif du sujet des questions que se posent les gens qui n'ont pas validé de retraite. Alors, j'ai une personne qui dit « J'ai 74 ans, je travaille à plein temps depuis 33 ans, je suis assujettie à l'AGESA, j'ai 90 € de retraite. » Bon,
par qui ont été payés pendant des années le très bel hôtel particulier et les très nombreux fonctionnaires de la GESA? Où vont les 10% de contribution sociale plus 10% d'impôts que je paye depuis 33 ans? Alors, une deuxième personne qui dit je cotise depuis près de 30 ans à la GESA et n'ai pas de retraite à ce titre à mon âge, 78 ans. Que s'est-il passé? Quelles sont les déviances, les erreurs, les malhonnêtetés? Et une troisième personne qui dit j'ai cotisé à la GESA en 1981, pensant bêtement qu'il s'agissait d'une caisse de sécurité sociale qui remboursait les soins médicaux. J'ai cessé de cotiser en 87 pour m'inscrire au régime général de la sécurité sociale. En discutant avec des amies traductrices en 2009, j'ai compris qu'il s'agissait d'une caisse de retraite. J'ai aussitôt contacté l'organisme, proposé de racheter des points, impossible. Donc, j'ai recommencé à cotiser à la GESA en 2010. J'ai demandé ma retraite l'année dernière et je n'ai pas pu justifier de 23 années de traduction, alors que c'est mon métier principal. Je touche royalement 35 € par mois de Yarkantec. Je suppose qu'il est impossible de faire valoir mes droits. Donc, c'est des gens qui n'ont pas cotisé dans le régime et qui se demandent voilà, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qui se lance? Est-ce qu'il faut que je désigne quelqu'un? Christian, je vois que Christian est peut-être après Mireille. Bon, c'est un peu... Le problème, c'est quand même que la GESA refusait d'affilier les gens qui n'étaient pas au seuil d'affiliation, alors que la MDA le faisait. Donc ça, c'est quand même un sérieux problème, je pense, de la gestion de la GESA. Ok, alors il y a Christian Chamoura qui a demandé la parole, ensuite Mireille, et je vois Christian Clairès. Si vous voulez demander la parole, vous pouvez cliquer sur la petite main en bas de participants. Donc Christian Chamoura, Mireille et Christian Clairès. Sur la question de la différence qu'il y avait déjà entre la Maison des artistes qui était confiée à la sécurité sociale, plutôt des plasticiens, et la GESA qui était beaucoup plus vaste, c'est que le nombre des participants à la Maison des artistes était de l'ordre de 35 ou 40 000 personnes. Elle était de près de 200 000 personnes à la GESA quand on a pu établir, à partir de 77, quand il y a eu une informatique suffisante, pour pouvoir établir le nombre de gens qui étaient assujettis. En fait, assujettis, ça veut dire que les gens étaient déclarés par des tiers, ce qui n'était pas le cas à la Maison des artistes. À la Maison des artistes, il fallait déposer son dossier et on rentrait et on était géré en BNC principalement. On me contredit si ce n'est pas le cas. Et c'est probablement pourquoi il n'y a pas de souci, c'est parce que tout le monde a été appelé pour la retraite a priori. Et comme la retraite est payée sur les revenus et pas forcément sur le seuil d'affiliation, j'ai entendu Christian Villas, c'est ça, je n'ai pas retenu le nom, qui disait qu'on ne pouvait pas être affilié avant le seuil. Bien sûr qu'on pouvait être affilié avant le seuil et on payait les cotisations sur les sommes qu'on avait encaissées, pas sur le seuil. Les problèmes qu'il y a eu, c'est qu'on a très tardivement su combien il y avait de gens qui étaient assujettis. Ils étaient pas déclarés par, enfin ils étaient déclarés par les diffuseurs, mais la GESA n'avait aucun moyen de les traiter. Et surtout, quand on a eu ces moyens, on a envoyé une moyenne de plus de 11 000 lettres par an pendant 10 ans, pour que les gens qui étaient au-dessus du seuil d'affiliation puissent être normalement par la loi concernés pour être automatiquement affiliés. La plupart refusaient de l'être ou ne répondaient pas. Au mieux, on avait quelques centaines par an de gens qui voulaient bien être affiliés. Et la plupart du temps, on nous répondait « on est très bien comme ça, on ne veut pas changer ». Et puis surtout, on ne veut pas faire de comptabilité, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. Ce qui n'était pas une obligation de toute façon, mais beaucoup de gens nous ont dit « on ne va pas payer pour rien. Si on fait ça, on va payer pour rien ». Et il y a énormément de gens qui ont refusé, pendant 10 ans, 11 000 lettres par an pour dire et demander aux gens d'être, alors que la loi normalement les y obligeait, ont refusé d'être affiliés et voulaient rester assujettis. Donc, la cotisation qui était payée, elle n'était pas plafonnée, c'était pour les droits sociaux, enfin la cotisation maladie, et pas du tout la cotisation vieillesse. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions en son temps avec la société, le SACD, et j'avais demandé à ce qu'on m'amène un bon de reversement des droits, et sur le bon, il y avait marqué retenue sociale.
et bon, les auteurs auraient pu, par rapport à la modicité des sommes, s'en étonner, ce qu'ils n'ont pas fait, et évidemment qu'il n'y avait pas la retraite vieillesse dedans. Et c'est un problème d'information. Les organisations professionnelles ont pratiquement toutes, en leur temps, informé de ça, mais les auteurs, c'était pas vraiment forcément leur tasse de thé de s'occuper de ces affaires-là. Et on aurait pu aller chercher les auteurs et les taxer d'office, comme le font certains organismes. L'IRSEC le fait, je crois qu'ils ont le droit de le faire, et j'avais eu quelques discussions avec le directeur de l'AGESA, même avec Emmanuel de Rangervais, sur le fait qu'on n'avait pas non plus envie d'aller pourchasser les auteurs en les obligeant, même par rapport à la loi, à être affiliés, s'ils ne le souhaitaient pas. Mais le résultat, c'est qu'on se retrouve dans cette situation où des gens n'ont pas été appelés, n'ont pas cotisé pour la retraite, mais il n'y a rien qui soit un scandale, c'était quelque chose qui avait été informé, on a vu ce qu'on pouvait faire, et aujourd'hui, à ma connaissance, on n'est pas très informé sur ce qui s'est passé, mais il y a un organisme qui est pour la régularisation des cotisations qui n'ont pas été appelées. Oui, on y viendra aux solutions, Christian, on discutera effectivement des solutions qu'on peut envisager. Simplement sur le fait, il n'y a pratiquement pas de dossier, ou très très peu. Et si on a des informations, moi je suis preneur, parce qu'à l'AGESA, il n'y a eu aucun retour, je me suis renseigné, il n'y a eu quasiment aucun retour de gens il y avait des retours de devis qui auraient été demandés. Voilà. Merci Christian, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je vais peut-être faire tourner un peu la parole à Mireille. Donc Mireille, et puis Christian Clairès, Christian Villa et Emmanuel de Rangervais. Mireille. Alors, je active mon micro. Je vais déjà revenir sur les premiers témoignages. Et qui n'avaient pas les informations forcément Maison des artistes et AGESA. Et puis aussi une autre information, c'est que Nathalie a dit que les artistes cotisaient à l'AGESA sur le montant de leur traitement et salaire. Et c'est d'ailleurs ce qui a posé un problème et qui posera encore un problème pour tous les artistes qui déclaraient en BNC. Ça, c'est un problème. Ce cher monsieur de Rangervais a parlé des assujettis. Ils avaient des cotisations sociales, effectivement, c'était le précompte qu'envoyaient les éditeurs et les diffuseurs, c'était toutes ces cotisations sociales. Et effectivement, Christian l'a bien relevé, c'est qu'un certain nombre d'artistes voyant des cotisations sociales prélevées et envoyées, ils recevaient un décompte de leur droit d'auteur avec des cotisations sociales, pensaient qu'ils cotisaient de toute bonne foi, ils payaient leurs cotisations sociales. Voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, elle a parlé des contributions sociales. Moi, je voulais juste... Mireille, essaye de parler plus devant ton micro, on ne t'entend pas très bien. Merci. Excusez-moi. Paola a parlé des contributions sociales pour avoir, au début de mes enquêtes, puisqu'on parlera certainement du cas concret dont on s'est occupé et qu'on a réussi à mener jusqu'au bout, j'ai demandé à des collègues qui siégeaient au sein de l'ACOS, l'ACOS étant l'organisme centralisateur de toutes les cotisations de sécurité sociale, de voir comment on pouvait identifier les flux de l'AGESA, les flux financiers de l'AGESA. Il se trouve qu'au sein de l'ACOS, il était impossible de différencier
de voir où étaient ciblés les flux financiers de l'AGSA. Ça veut dire qu'on ne savait pas ce qui partait pour la maladie, pour la retraite, etc. Donc c'est quand même un point important. Au sein de l'organisme centralisateur, nous n'avions pas ces informations. Et puis Christian a parlé de la maison des artistes en disant que le problème était différent. Les artistes de la maison des artistes devaient faire une déclaration, un document déclaratif au début de leur activité. Bon, il y avait quand même des précomptes qui étaient établis par les galeristes et puis la définition des attributions des deux organismes collecteurs des cotisations de sécurité sociale qui nous concernaient, donc MDA et AGSA, avait pour rôle principal dans ce qui leur était attribué par l'État, le rôle de recenser les artistes. C'est ce qu'a fait effectivement la Maison des artistes et ce qu'a essayé de faire apparemment l'AGSA sans beaucoup de succès. En ce qui concerne les commissions professionnelles, je reviendrai à plusieurs exemples que j'ai eus. Moi, j'ai des témoignages d'artistes qui ont demandé leur affiliation, parfois avec pas tout à fait le seuil d'affiliation, parfois d'autres avec largement le seuil d'affiliation, et à qui on a répondu que ça n'était pas la peine qu'ils cotisent. Et ils sont venus témoigner. Ils sont venus chez moi, j'ai même des courriers qui disent. Alors, Christian dit qu'ils ont envoyé 11 000 courriers par an. C'est fort possible. Moi, j'ai des témoignages d'artistes qui n'ont jamais rien reçu et je vois que, personnellement, je n'ai jamais reçu de courrier comme indiqué, aucun courrier d'information. Et j'ai moi-même connu un de mes copains photographes, un très grand photographe, Claude Schwartz, qui s'est présenté au moment de sa retraite à l'AGSA et il n'existait même pas. Et pourtant, c'est un photographe qui est hyper connu, qui a eu. Et puis, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas très sur mon fixe. Écoute, Mireille, si tu veux, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Je vous repasserai la parole à Christian oui, et toi. tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre parce que je pense que tous les auteurs, et de trouver des solutions. Donc, il y a Christian Clairès qui voulait prendre la parole. Pardon si je déforme votre nom, Christian Clairès. On dit Claire quand on est dans le Nord, et donc moi je suis dans le Nord, je suis normand. Bonsoir, et donc, mais c'est pas grave du tout, ça s'écrit avec un S. Voilà, moi j'ai un témoignage assez précis dans la mesure où j'ai commencé à toucher des droits d'auteur pour des piges que je faisais en 1984. Et à l'époque, donc, j'avais vu en fait, tout ce qui était prélevé, j'avais appelé la GSA et on m'avait dit ça ne vous concerne pas. Bon, après, j'ai continué ma carrière et à partir de 1991, j'étais largement capable d'être affilié. Enfin, j'avais largement le seuil pour être affilié. Je suis auteur multimédia. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup été auteur pour la radio, je suis scénariste et je fais partie je suis à la SACD et à la SCAM. Et dès 1991, donc, je crois même qu'à un moment donné, j'ai reçu un courrier comme quoi c'était obligatoire. J'ai appelé la GSA pour savoir de quoi il concernait. Et en fait, on m'a raccroché au nez. Donc, dont acte, j'avais une trentaine d'années à cette époque-là. Donc, évidemment, forcément, ce n'est pas des choses qui nous intéressent. Et on parlait de retraite. Et finalement, quand on est auteur, on ne comprend pas trop ce qui se passe entre la sécurité sociale et puis après toutes les taxes qui se sont cumulées et puis finalement la retraite. Donc en bref, moi à un moment donné, j'ai plutôt préféré travailler plutôt que de régler ses comptes et surtout je ne comprenais pas. Parce que quand on dit que c'est obligatoire, dans ces cas-là, on est obligé. Donc on nous oblige à s'inscrire. Donc voilà, moi j'entends bien quand on dit oui, bon, les auteurs, ils n'ont pas répondu, mais à un moment donné, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et moi, je vous le dis très sincèrement, j'ai appelé pour me renseigner, pour savoir à quoi correspondait ce qu'on m'enlevait sur mes droits d'auteur, et on m'a raccroché au nez, dont acte. Et puis, 15 ans plus tard, je crois que c'est en 2006, je me suis aperçu que j'avais perdu 15 ans de retraite, d'affiliation, donc de retraite,
de cotisation en retraite. Donc, j'ai évidemment fait des démarches pour m'affilier. J'ai été affilié avec le dossier que j'avais sans problème, sauf que j'avais 15 ans d'arriéré. À l'époque, j'étais à la commission radio de la SCAM, donc j'ai un peu prévenu mes collègues de la SCAM. Et c'est vrai qu'effectivement, ça a commencé à poser problème, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs, écrivains, scénaristes et tout qui ont fait des grosses carrières et qui se retrouvaient avec aucune retraite parce qu'ils n'avaient pas été affiliés, tout simplement. Parce qu'on ne leur avait pas, on ne les avait pas obligés d'être affiliés, tout simplement obligés d'être affiliés. Donc voilà, je sais qu'il y a une réunion à laquelle j'ai participé il y a quelques années à la SCAM pour justement essayer de voir comment régler ce problème. Et l'un des problèmes à régler, c'est comment racheter ce qu'on n'a pas cotisé. Comment faire en sorte de rétablir la situation pour certains. Parce que pour beaucoup, c'est perdu. Moi, on m'aurait dit de payer à l'époque, j'aurais payé, hein, pas de problème. Et donc, il y a eu cette réunion avec pas mal de désarroi de la part des auteurs, dont des auteurs très connus à l'époque. Et en fin de compte, le résultat qui avait été trouvé à l'époque, je réponds à la personne monsieur Christian qui parlait tout à l'heure, oui, il n'y a pas beaucoup de dossiers parce qu'on nous avait dit, vous pouvez racheter des trimestres, vous pouvez racheter des droits à hauteur de 3 fois 3 ans, donc 9 ans, mais au tarif d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une incompréhension. Je ne vois pas pourquoi je dois racheter quelque chose que j'aurais dû payer il y a 30 ans. Et je veux bien racheter, enfin, si je peux, hein, évidemment, mais au tarif d'il y a 30 ans, donc c'est-à-dire rétablir la situation. Mais 30 ans plus tard, vous vous rendez compte, c'est des sommes colossales. Oui, puis effectivement, il y a effectivement des pénalités. Alors, du coup, c'est même pas. Enfin, moi, je sais que j'étais très intéressé par ça parce que, bon, voilà, puis en plus, je me rapproche de la retraite. J'ai même pas fait de dossier, j'ai même pas fait de devis parce que je vois pas comment on peut, c'est des centaines de milliers d'euros pour certains, enfin, je vois pas comment on peut rattraper ça au tarif d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que moi, ça m'intéresse. Moi, je trouve que c'est un scandale. Je trouve que c'est vraiment très, très scandaleux ce qui s'est passé. Parce que ça met en danger 190 000 auteurs spoliés. C'est incroyable, quoi. Et moi, je suis très content que maintenant la retraite est due au premier droit d'auteur versé, parce que comme ça, c'est clair. Comme ça, voilà, on travaille, on a de la retraite. Donc, alors, voilà. elle est due au premier euro versé, mais malheureusement, elle n'ouvre pas nécessairement des droits, je crois, parce qu'il faut un certain seuil. Mais on va avancer quand même. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si 190 000 auteurs ont été spoliés. On y reviendra, Christian. Je vous poserai la question tout à l'heure. Donc, merci, Christian. Je reviens au Christian numéro 3, Christian Villa, qui avait demandé la parole. Et ensuite, ce sera Emmanuel et Pascal. La SCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia, au cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas. Donc, Christian Villa, et puis Emmanuel de Rangervais et Pascal Fabre. Christian. Alors, pour confirmer ce qu'ont dit Mireille et le Christian qui m'a précédé, l'AGSA a refusé l'affiliation sans prévenir, par courrier, sans prévenir qu'il y avait moyen de contester cette décision en s'adressant à la commission professionnelle. Donc ça, c'est une faute de l'administration. Alors. Et d'autre part, bon, effectivement, la loi nouvelle, maintenant, fait valider un trimestre de cotisation pour 150 heures de SMIC. Ils se sont donc aperçus que leur procédure était illégale et ils l'ont changé pour ça. Voilà, c'est tout ce que pour l'instant. Merci, Christian. Emmanuel et Pascal ensuite. J'aurais pu laisser la place à Pascal parce que peut-être qu'elle voulait rebondir sur l'intervention qui précède, mais c'est vrai que c'est compliqué de répondre à un certain nombre de questions qu'on voit dans le chat et puis que Paola a énumérées en bloc. Alors, bon, Henri Fellner, par exemple, j'ai vu qu'il avait posé une question sur les règles n'étaient pas les mêmes dans les deux organismes. Si, la loi est la même pour les deux organismes et était la même pour les deux organismes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait des textes d'application, des décrets, des arrêtés et des modes de fonctionnement qui n'étaient pas les mêmes dans les deux organismes agréés, parce que entre les précomptés et les BNC,
ça ne fonctionnait pas de la même façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, la cotisation retraite, elle devait être payée par les artistes-auteurs, pas en temps réel. Ça n'a jamais été prélevé, la retraite. Jamais. Ça n'a été prélevé dans le système des artistes-auteurs, dans le système des droits d'auteur. Les artistes-auteurs qui étaient affiliés, qui étaient en traitement et salaire, ils avaient un précompte pour une partie des cotisations, mais pas pour le reste. Donc voilà. Alors après, il peut y avoir des défauts d'information. Je suis très sensible au fait que Mireille m'appelle cher Manuel de Montgervais, mais voilà, moi j'ai fait que rappeler quels étaient les modes de fonctionnement à un moment donné. On n'est pas là pour réécrire l'histoire, je veux simplement rappeler comment les choses se sont passées à un moment donné. Après, je veux bien qu'il y ait eu des défauts d'information. Ce que je sais, c'est que dans un certain nombre d'organisations, l'information a été faite. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, un bulletin des auteurs de 78, juin 78, au SNAC. La revue du SNAC faisait un numéro spécial sur la sécurité sociale, les artistes-auteurs. Tout ce qu'on dit là, toutes les règles, c'est dans cette brochure. Et je suppose que toutes les organisations professionnelles ont fait de même. Ça n'explique pas, ça n'excuse rien, et ça ne règle pas le problème individuel des auteurs. Mais ça, j'espère qu'on va pouvoir en parler à un moment donné, voir comment on peut trouver des solutions pour les cas particuliers. Moi, je ne suis pas là pour faire des comparaisons entre le bon travail ou le mauvais travail des uns ou des autres, AGESA et MDA. S'il y a des problèmes, identifions-les vraiment. Pour le moment, quand on parle de 190 000 personnes, j'ai du mal à comprendre. Quand on sait que plus de 80% des artistes-auteurs AGESA avaient moins, c'est une étude du ministère d'il y a quelques années qui nous montre, à moins de 800 € par an, c'est-à-dire moins que la possibilité de valider ne serait-ce qu'un trimestre. OK ? Donc, c'est certainement pas 190 000 personnes, mais c'est certainement pas une personne. Donc, il faut regarder comment ça fonctionne. Pascal? Oui, bonjour à tous, hein, Pascal Fabre de la SCAM. Moi, je voulais peut-être apporter un éclairage. Je ne sais pas si ça a été dit dans cette affaire de la GESA et le fait que certains auteurs, effectivement, non pas pour certains, en méconnaissance des choses, n'ont pas cotisé. C'est qu'il y avait un problème d'identification des auteurs également. C'est-à-dire que l'AGESA n'avait pas à l'époque toutes les données nécessaires lui permettant d'identifier certainement les auteurs. Alors, on peut se dire qu'effectivement, des auteurs ont été visés quand même par la communication dont on nous a parlé tout à l'heure, à savoir les 11 000 courriers par an faits à partir d'une certaine époque, mais là encore, les courriers, donc qui dit courrier dit adresse, et les adresses sont celles données par les diffuseurs, c'est-à-dire les diffuseurs qui déclarent les revenus des auteurs. Donc, ça peut expliquer en tout cas qu'il y a un certain nombre de personnes qui aient pu passer au travers des mailles du filet. Cela n'excuse pas, et que j'approuve, et bien sûr ce que disait Emmanuel tout à l'heure, mais c'était un éclairage parce que ça fait partie des choses que l'on voit apparaître dans les rapports, notamment de l'IGAS, ce problème d'identification des auteurs dont les diffuseurs n'avaient pas de numéro de sécurité sociale, et peut-être pas pour tous, en tout cas des adresses à jour et correctes. Je reviens sur la question du nombre aussi, du nombre d'auteurs. C'est vrai que ça serait intéressant, une fois pour toutes, que l'on ait une vision d'ensemble des auteurs concernés. Et pour l'instant, personne ne l'a, cette vision-là. Et moi, ce que j'aurais envie de demander au pouvoir public, c'est d'avoir un état des lieux, c'est-à-dire savoir combien d'auteurs sont concernés, n'ont pas cotisé sur leurs droits d'auteur, et ne sont pas couverts par ailleurs par un autre dispositif de protection sociale. Ça serait un premier, je dirais, un premier pas. Ça me semble primordial avant d'envisager une action d'ampleur, d'avoir cette photographie-là de qui est concerné, combien d'auteurs n'ont pas cotisé sur leurs revenus d'activité, qu'ils soient principal ou accessoires. Et puis sur le dispositif de régularisation des cotisations prescrites, peut-être répondre à certains questionnements que vous avez soulevés.
Nous, on a accompagné des auteurs à la SCAM pour présenter leur dossier. Ce sont des dossiers très, très lourds à mettre en place, du fait de l'historique à récupérer pour les auteurs. Ce sont des dispositifs coûteux, mais certains auteurs ont fait le pas. On a, nous, accompagné environ 120 auteurs. Alors, on ne sait pas sur ces 120 combien exactement ont accepté le devis qui leur a été proposé, mais un certain nombre d'auteurs, en tout cas, y ont trouvé leur compte, bien que le dispositif soit coûteux. Mais peut-être que dans les actions à envisager, c'est aussi l'amélioration de ce dispositif et notamment la possibilité de faire sauter la pénalité dont vous parliez tout à l'heure, qui consiste à renchérir le coût du rachat. Voilà. Merci Pascal. Paola, peut-être avant qu'on revienne à Christian Chamoura et à Mireille Lépine, est-ce que tu pourrais nous relayer un peu ce qui se passe dans le chat? Je vois qu'il y a quelques réactions, quelques questions. Justement, il y en a qui réagissent à ce que vient de dire Pascal, qui disent « mais comment est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas pu être identifié par le numéro de sécurité sociale? Est-ce qu'il n'était pas rattaché pour la maladie, par exemple, avec un numéro de sécurité sociale ?» Donc, on se demande pourquoi est-ce que c'est comme ça à la GESA alors que ça n'a pas été comme ça à la MDA, par exemple. Il y a François qui… François. Oui, bonsoir. Bien, tout simplement, je peux dire que le numéro de sécurité sociale est devenu obligatoire pour les diffuseurs. Donc, François, est-ce que tu peux couper ton flux vidéo parce qu'on t'entend très mal? Je pense que tu as une mauvaise connexion. Est-ce que tu peux couper ton flux vidéo? Je disais que l'obligation… Je disais que l'obligation du numéro de sécurité sociale réclamé par la GESA n'a eu lieu effectivement qu'il y a 6-7 ans à peine. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'avoir ce fameux numéro de sécurité sociale, d'où la problématique pour identifier réellement les auteurs avec les problèmes d'anonymie et autres. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que, je dirais, 7-8 ans que le numéro de sécurité sociale est obligatoire diffuseur. Merci François, c'était haché. Alors, comprenne qui pourra, mais en tout cas, Emmanuel nous apporte un complément dans le chat. Il nous dit non pour le numéro de sécurité sociale pendant longtemps, car les diffuseurs n'avaient pas obligation de le fournir. Je vais traduire ce que François a dit. Il a dit depuis 7 ans, c'est obligatoire seulement. Il était beaucoup plus précis que moi. Et effectivement, le problème, c'est qu'auparavant, les diffuseurs n'étaient pas tenus d'envoyer à la GESA. Ils étaient tenus d'envoyer les sommes, et le détail des sommes n'est pas forcément l'identification par le numéro de sécurité sociale des auteurs à qui ils avaient versé des droits d'auteur. Et de toutes les façons, la GESA, pendant tout un temps, n'avait pas les moyens informatiques de pouvoir récupérer ces données. Donc, voilà, la réalité, pour répondre à la question qui a été posée, oui, effectivement, il y a eu toute une période pendant laquelle la GESA a encaissé, parce que c'était son rôle et que la cause nous demandait, des cotisations sociales pour ce qui concerne le précompte maladie, CSG, CRDS, tout ça rentrant non pas pour payer le bel hôtel de la rue et de Bruxelles, mais pour financer la sécurité sociale et l'ensemble de la sécurité sociale, puisque je rappelle que c'est le régime de la sécurité sociale salarié, c'est le régime général, donc les déficits, c'est les déficits que tout le monde absorbe, hein, c'est une mutualisation. Donc voilà, c'est une réalité, effectivement, et cette réalité, il ne faut pas l'écarter, il faut juste maintenant voir les conséquences que ça a pour certains et voir de quelle façon on peut les régler. Oui. Si je peux me permettre, j'ai aussi un témoignage qui est dans l'autre sens cette fois, donc c'est bien que ça soit contradictoire. Donc une personne qui nous dit qu'en fait, elle était affiliée ou assujettie, elle était à la GESA depuis 1986, qu'elle, ça a toujours très bien marché pour elle, qu'elle a reçu effectivement une information que le régime était différent selon qu'on était au seuil ou pas au seuil, et qu'elle elle critique le passage à l'URSSAF en disant que les gens de la GESA, de la SCAM, de la SACEM étaient manifestement, savaient mieux gérer les auteurs qui étaient une population pagailleuse et
peu administratives et que maintenant, avec l'URSSAF, personne ne sait comment les gérer, qu'on leur raccroche au nez, que donc elle trouve que c'était mieux à la GSA qu'à l'URSSAF. Donc, je donne aussi ce témoignage qu'on nous a fait passer. Merci. Je vois quelqu'un aussi dans le chat, Isabelle Elgadge, qui nous dit « Comment se fait-il que ça ait marché pour moi qui suis nulle en administratif ?» Vous êtes un peu dure avec vous-même, Isabelle. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est moi aussi qui ai envoyé le mail dont parlait Pascal à l'instant. Pardon, Paola? Oui, voilà, à l'instant. C'est vrai que là, moi, je suis extrêmement perturbée par cette espèce de conflit. Parce que donc, je suis très, très mauvaise en administratif. Je suis arrivée à Paris au milieu des années 80, ne sachant pas du tout ce que je devais faire. Une voisine m'a indiqué, va voir rue de Bruxelles, ça doit être ton histoire. Et à partir de là, j'ai suivi pas à pas ce qu'on me demandait de faire. Les 3 premières années, j'ai dû être à l'URSSAF et ce n'était pas drôle du tout parce que mes sous me passaient sous le nez. J'ai cotisé des sommes colossales et ça n'a rien généré, pratiquement rien. Mais au bout de 3 ans, j'avais pu prouver que je vivais réellement de ma plume. Et à ce moment-là, j'ai pu intégrer la GSA. Et à ce moment-là, j'ai pu souffler et vivre tout simplement. Bon, aujourd'hui, j'ai soldé ma retraite et ça a fonctionné. Et je me dis, si ça a fonctionné pour moi qui n'y comprends vraiment rien, comment ça se fait, comment on fait les autres pour passer à travers? Peut-être parce qu'on parle plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ah oui, d'accord. Mais merci. Je vois qu'il y a Henri Fellner aussi qui intervient pas mal, qui pose pas mal de questions. Vous nous dites que la GSA avait du mal à faire face à un grand nombre d'auteurs par rapport à la Maison des artistes, mais à sa création, il y en avait forcément moins, d'où toujours mon étonnement. Alors, Christian, du coup, Christian, je vais peut-être vous repasser la parole. Christian Chamoura. Je n'ai pas pris de notes, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui me font un petit peu me dresser. Par exemple, notre ami, je me souviens plus des noms, Claire dans le Nord, ou je ne sais plus, Christian Claire, c'est ça? Oui. Tu n'as donc téléphoné qu'une seule fois à la GSA et on t'a raccroché au nez. Tu n'as jamais réitéré ton coup de fil. Ça me semble fou. Tu as perdu, tu dis 15 ans de carrière et tu as téléphoné une fois. Non. Je veux bien qu'il y ait eu du personnel un peu inconséquent qui est raccroché, quelqu'un qui était énervé ou pas, j'en sais rien. Mais au moins, en étant plutôt positif, sur le fait de racheter des trimestres au prix d'aujourd'hui par rapport au prix que tu aurais aimé, je me permets de te tutoyer, je suis pas administratif, hein, je suis auteur comme toi. Quand le prix à l'époque des 30 ans, on ne va pas te verser une retraite du prix que tu aurais touché ta retraite il y a 30 ans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est réactualisé forcément parce que la retraite que tu vas toucher, elle ne va pas être la même que celle que tu aurais touchée il y a 30 ans. C'est pour ça que c'est actualisé. Sauf que je l'aurais payé il y a 30 ans et j'aurais touché la retraite de maintenant. Oui, mais je plaisante pas et je me souviens même d'autres choses. Les 10 ou 11 ou 12 000 lettres qu'on envoyait chaque année pour dire aux gens qui étaient au-dessus du seuil, donc c'est peut-être pour ça que certains n'ont pas reçu l'aide, parce que soit ils n'étaient pas du tout au seuil, et là on n'intervenait pas spécialement, mais dès que les gens avaient des revenus au-dessus du seuil, c'est-à-dire aujourd'hui je crois que c'est de l'ordre des 8 000 € par an de revenus, eh bien ils étaient normalement de droit, ils devaient être affiliés. On aurait même dû les affilier de force. On ne l'a pas fait. Alors oui, mais quand il était question, moi je ne veux pas citer de nom, mais dans les plus grands auteurs, puisque tu citais tout à l'heure des gens de renom et tout, ils nous ont tous envoyés promener en disant « moi je veux rester assujetti, je ne veux pas payer pour rien ». Alors, je veux dire que chacun dit « mais moi c'est un scandale parce que je n'ai pas pu bénéficier ». Les choses ne sont pas si simples. Et quand on envoyait 11 000 lettres par an en général, c'est parce qu'on ne pouvait pas traiter plus. Sinon, il y avait beaucoup plus d'auteurs qui étaient concernés. Il y en avait, je crois, près de 20 ou 25 000. Et on envoyait les lettres, pas tout à fait à tout le monde, mais ce qu'on pouvait, et c'était une dizaine de milliers par an. Et on n'a pas eu les moyens, je ne veux pas me défausser sur les ministères, mais on n'a pas eu les moyens qu'il fallait. Il y a quelqu'un qui a parlé des dépenses somptuaires de l'hôtel particulier et autres. Ce n'était pas le cas du tout. Et là, une chose à savoir, c'est que l'argent qui rentrait, que ce soit par les précomptes ou autres, allait directement
à l'ACOS, il y avait un mur entre le fonctionnement, où il y avait un budget qui était établi par l'ACOS pour le fonctionnement de la GESA. Il n'y avait pas, et je pense que c'était la même chose pour l'argent qui était touché des cotisations, il y avait un mur entre les deux et le budget de fonctionnement de la GESA, par exemple. La caisse n'était pas commune. C'est pour ça que je suis assez étonné de dire que Mireille, qui disait tout à l'heure que les sommes n'étaient pas documentées quand elles arrivaient dans le tronc commun de la Sécu, je n'ai pas de réponse à ça. Mais moi, je l'affirme. Oui, non. Bon. Enfin, on a fait une enquête et en fait, maintenant, ça passe au budget de l'État. Donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours le budget de la Sécu. Mais que ce ne soit pas documenté, j'en suis. Quant à la question… C'était pas fléché. Non, mais quant aux questions aujourd'hui de dire sur le numéro NIR, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, je tiens à prendre Emmanuel de Rangier, tant pis pour lui, à témoin, qui se rappelle comment on s'est battu au conseil d'administration avec les sociétés d'auteurs, avec les diffuseurs, avec tout le monde pour obtenir ces numéros, voire même, si je ne me souviens pas, si on n'a pas agi vis-à-vis des auteurs. Et on avait un mal fou, et tout le monde s'est donné un peu du mal, les sociétés d'auteurs aussi ont fait un peu leur truc pour avoir les numéros. C'est surtout… Christian, c'est surtout qu'il y a eu des sanctions. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les numéros de sécu, à partir d'un certain moment, il y avait des amendes, que ce soit pour les sociétés de gestion de droits ou pour les diffuseurs. Parce que, bon, effectivement… mais on a eu du mal. Christian Clair le disait tout à l'heure, quand c'est obligatoire, c'est obligatoire. En France, quand c'est obligatoire, mais qu'il n'y a pas d'obligation ou de sanction, ce n'est pas obligatoire. C'est comme ça. On le savait tous que c'était comme ça. Et les ministères, les premiers. Et donc, s'ils avaient dû faire quelque chose, ils auraient dû changer les textes parce que les textes tels qu'ils étaient ne permettaient pas à la GESA de pouvoir taxer d'office les précomptes. En aucun cas, ça ne pouvait fonctionner. Donc, voilà, le problème, il est là. Mais alors, je vois que… C'est le passé. Je vois que Sophie Bastide nous dit dans le chat que pour elle, tout marche à merveille depuis 1086. Donc, 1986, hein, parce que la GESA n'existe pas en 1086. Voilà, je vais passer donc la parole à Mireille Lépine et ensuite à Pierre-André Attané. Oui, alors, moi je voudrais revenir… Parle bien dans ton micro, Mireille. Oui, pardon. Je voudrais revenir sur le fait que, effectivement, les rapports conjoints IGA-SIGAC ont soulevé à plusieurs reprises la problématique qui se posait à la GESA. Et les ministères n'ont rien fait. C'est un fait. Mais je voudrais maintenant qu'on parle des solutions. Et je voudrais revenir un petit peu sur l'historique. Moi, lorsque je me suis rendu compte au sein de mon syndicat, et j'ai fait de l'information, comme la SCAM l'a fait, comme les autres organismes d'auteurs l'ont fait, les autres syndicats d'auteurs l'ont fait, j'ai passé l'information aux auteurs qui étaient adhérents, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'il fallait cotiser à la sécurité sociale. Donc maintenant, on a parlé du problème, on a parlé du nombre d'auteurs concernés qu'on ne connaît pas. Je voudrais rappeler, et Christian s'en souviendra très bien, que nous avons eu une problématique, pas tout à fait du même genre, mais sur le fameux trimestre manquant à la MDA, qui était lié au fait du décalage entre le paiement des cotisations et la validation au niveau de la CNAF du paiement des cotisations. Donc, les auteurs se retrouvaient avec un trimestre manquant chaque année sur leur récapitulatif de carrière. Et nous avons fait pression sur les ministères. Moi, j'ai fait tourner une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures et nous avons fait une négociation ministérielle. Donc, j'en arrive au problème de la GESA. Si nous avons maintenant, le NIR obligatoire pour tout ce qui est des domaines des précomptes et des cotisations que payent les sociétés d'auteurs et les éditeurs et les diffuseurs. 2, la possibilité de racheter les années de carrière. C'est parce que nous, organismes professionnels, autant que nous sommes, nous avons fait pression auprès des ministères. Mais j'en arrive à la réalité, puisque j'ai un
un cas pratique que j'ai mené jusqu'au bout, et je suis contente parce que la fin vient de se terminer, encore qu'il y ait encore des petits soucis avec la CNAV. C'est que un auteur de l'écrit qui s'est retrouvé avec 14 années manquantes sur sa carrière, qui n'a demandé à valider que une dizaine d'années, puisque ça lui suffisait pour avoir sa carrière complète, s'est vu appeler la somme de 22 000 € pour revalider ces 10 années. 22 000 €, des fois, quand on ne touche plus rien, qu'on n'a plus de droits d'auteur, qu'on n'a plus de revenus, eh ben, il faut les sortir. Mireille, cet auteur, est-ce que c'était quelqu'un qui était affiliable, donc qui était au-dessus du seuil? Absolument, il était au-dessus du seuil. C'était pas quelqu'un qui était assujetti et au-dessus du Non, seuil. il a été au-dessus du seuil tout le temps de sa carrière. Et il n'a jamais reçu le courrier dont parle Christian. Jamais. En fait, il a été auteur de 2000 à 2017. Il recevait son décompte de précompte, enfin sa feuille de précompte, sur lequel il y avait effectivement des cotisations sociales qui étaient portées. Il s'en est pas plus inquiété que ça. Et puis, un jour, il est tombé malade et on lui a dit qu'il n'avait pas de sécurité sociale. Là, il s'est décarcassé un peu. Il a essayé de comprendre ce qui se passait. Comme il cotisait, ses éditeurs cotisaient à l'AGESA, il a pris contact avec l'AGESA. C'était en 2012. L'AGESA lui a dit « Oh non, on ne sait pas, j'ai tous ces courriers, on ne sait pas, vous allez passer en commission professionnelle. » Alors qu'il était au-dessus du seuil. On ne sait pas vraiment si vous rentrez dans la bonne catégorie. 2 ans après, il n'avait toujours pas la réponse, malgré les relances. Et il m'a contacté en 2015, quand il a commencé à faire sa reconstitution de carrière. Et là, on a commencé à voir qu'il y avait une problématique. Et j'ai commencé à travailler sur sa carrière que je pouvais documenter. Parce que la problématique, et certains l'ont soulevé, c'est de retrouver tous les documents. Parce que si vous devez aller en justice et faire valoir vos droits, il faut justifier de la réalité de votre situation. Et c'était enfin un auteur qui avait conservé tous ses avis de précompte, qui avait conservé ses courriers, et c'était un miracle pour moi, parce qu'en général, les artistes, soit ils n'ont rien conservé, soit ils arrivent avec une valise de papier en disant « je ne sais pas, c'est ma femme qui s'en est occupée ». Enfin, voilà. Enfin, un auteur qui garde tous ses papiers. Oui, c'était fabuleux parce que j'ai retrouvé tout classé, à peu près. Mais donc, voilà, on pourra approfondir l'histoire, mais il faut savoir que nous sommes allés quand même au tribunal, que nous avons appelé l'AGESA à plusieurs reprises pour le faire identifier, que moi j'ai fait des démarches auprès de l'AGESA, qu'on m'a dit la même chose, qu'il passera en commission professionnelle et rien ne se passait. C'était en 2015. Il a fallu attendre 2017 pour avoir enfin une réponse à la suite d'un courrier de l'avocat du syndicat pour que l'AGESA réponde et qu'elle dise « Ah bah oui, on vous affilie ». Ok, merci Mireille. Je passe la parole à Pierre-André Attané et je vous la rends, Christian Chamorra. Pierre-André Attané. Oui, je vais pas être très long. Je voudrais quand même recentrer le débat sur le fait qu'on parle d'un scandale à GESA et qu'il y a énormément de suspicions, d'accusations qui ont été faites sur les organisations, sur la GESA, sur les personnes. Donc, j'aimerais bien que ça, en fait, maintenant, ça cesse parce que ça ne fait pas avancer le débat. Je trouve que là, aujourd'hui, cette réunion d'aujourd'hui, elle est très utile parce qu'en fait, on met les choses à plat. Effectivement, il y a eu c'est multifactoriel, à la fois non-intervention de l'État, qui aurait dû le faire, parce que ça aurait dû être obligatoire. Manque de moyens peut-être des AGESA pour le faire. Et puis, cette espèce d'inertie qui est normale, que pointait tout à l'heure Emmanuel, c'est-à-dire que moi, j'étais dans ce cas-là, je recevais tous les ans un courrier me disant « Monsieur, vous devez cotiser ». Et parce que c'est obligatoire, je me suis un petit peu renseigné quand même et on m'a dit « Si tu dis rien, ils te demanderont rien ». Et je me disais au fond,
je vais avoir une retraite d'un autre moyen, donc bon, allez, comme ce qui n'est pas interdit est autorisé en France, c'est toujours comme ça. Quand en fait on sait qu'il n'y aura pas vraiment de pression, je me suis dit, bon, bah voilà, j'aurai un peu moins de retraite, mais finalement, ça m'économise quand même des sommes qui étaient entre 3 et 5 000 euros par an. Je n'avais pas trop envie de les sortir et je ne les ai pas sortis, mais je savais, nul n'est censé ignorer la loi. Je pense qu'il faut aussi savoir le dire. Alors, la population des auteurs, effectivement, est un peu bordélique. Je suppose que ça a arrangé beaucoup d'auteurs de ne pas payer et que ça a mis aussi beaucoup d'auteurs dans la merde de ne pas payer. On en est là maintenant et je pense que le temps est à chercher des solutions beaucoup plus qu'à dénoncer un soi-disant scandale dans lequel, franchement, moi, pour connaître les gens qui ont été, pour avoir, je veux dire, connaître un petit peu l'histoire de tout ça, les accusations qui ont été formulées encore récemment sur les réseaux, elles sont pas justes, elles ne servent à rien au final. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire, simplement. Merci. Alors, je vais repasser la parole à Christian Chamouras. On sera effectivement amené à parler du dispositif des cotisations prescrites et puis des pénalités qu'on demande et aussi de la cellule que nous avait annoncée le ministre de la Culture en février dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Franck Rister, Oui, vous avez parlé d'une cellule. Donc, Christian Chamouras et ensuite Christian Clair. J'espère que cette fois, c'est bien prononcé. Merci au précédent intervenant qui explique bien la situation, puisque j'essaye de ne pas être, comment je dirais, polémique sur cette histoire-là. Je voulais quand même rappeler certaines choses sur les 190 000 auteurs. Il y avait, et j'ai eu confirmation du ministère, beaucoup de gens qui étaient fonctionnaires, et les fonctionnaires à cette époque-là n'avaient pas le droit de contribuer à la retraite. Donc, sur les 190 000 auteurs, il y avait beaucoup plus d'auteurs que ça. Il y a tous ceux, évidemment, comme le disait l'intervenant d'avant, qui n'ont pas répondu en disant si on ne me demande rien, je vais pas payer. Et sinon, toutes les lettres qu'on a envoyées aux gens qui étaient au-dessus du seuil. Mais hormis ça, je voudrais quand même revenir sur l'histoire de la polémique sur le scandale de l'AGESA. Ça a été quelque chose, si on peut bien regarder les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, des gens sont intervenus là-dessus pour des raisons syndicales, politiques et autres, et ont déclenché cette affaire-là. Qu'est-ce qu'a fait cette affaire-là? Le ministère des Affaires sociales en a été ravi. Il voulait dépecer l'AGESA pour transférer tout à l'URSSAF du Limousin. L'URSSAF du Limousin, je rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot et qui était à l'époque le lieu du président de la République, c'était sa région, et il n'y avait pas de boulot. Mais peu importe, il pourrait le faire convenablement. Avec beaucoup moins de moyens et avec moins de personnel, la GSA réglait les problèmes. Et aujourd'hui encore, il y a des intervenants qui n'étaient pas prévus là. Et donc, on est arrivé quand même à ce que, en faisant ça, eh bien, ça a été très facile pour le ministère de dire, vous voyez, il y a des gens qui critiquent, donc il faut tout enlever à la GSA et à la Maison des Artistes, parce que c'est la même chose. Et le résultat, si on n'est pas content, parce que j'entends tout le monde être mécontent de ce qui se passe à l'URSSAF, à la gestion de l'URSSAF aujourd'hui, eh bien, on le doit à cette polémique qui a bien arrangé le ministère pour déplacer les activités. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart des personnels qu'il y avait. Maison des Artistes à GSA, il ne reste que 25 personnes pour s'occuper du futur conseil d'administration, du périmètre, et des commissions professionnelles et de la commission d'action sociale. C'est quand même un réel problème et c'est encore les gens de la GSA qui font des heures des fois impossibles pour répondre quand même aux auteurs qui les appellent toujours et les gens font ce qu'ils peuvent pour leur répondre, ce qui est quand même fou. Et quand ils ne peuvent pas répondre, eh bien c'est les URSSAF du Limousin qui appellent les personnels de la GSA pour avoir les renseignements, pour savoir comment ils doivent faire. Donc, je trouve que je veux par là aussi remercier tout le personnel de la GSA, ces directeurs qui se sont succédés pour dire que le procès qui leur a été fait là était quand même assez, je serais tenté de dire même dégueulasse, parce qu'on s'est trouvé dans des conditions où il n'y avait pas les financements, où il n'y avait pas
les choses, et les organisations professionnelles se sont pas extrêmement battues. Tout à l'heure, Emmanuel de Rangerville nous disait qu'au SNAC, il y avait une brochure et tout, mais à l'UPP, il y a eu la même chose, et dans d'autres organisations, il y a eu la même chose. Mais les diffuseurs n'ont pas informé leurs auteurs. Les bordereaux marquaient cotisation sociale. C'était la maladie obligatoire, puisqu'il faut, c'est la partie maladie, elle était obligatoire, elle était précomptée. Et donc, pour le reste, c'était à l'auteur de le faire. Je ne veux pas rentrer dans des cas particuliers, moi j'en connais, où les gens n'ont pas été aidés. Quand tout à l'heure quelqu'un a dit, oui c'est la charmante femme de la SCAM, qui disait, ah bah oui, mais les diffuseurs ne savaient pas… Pascal Fabre. Pascal Fabre, pardon, je présente mes excuses à Pascal. Et elle est beaucoup plus que charmante, Christian. Je me méfie de ces discours, on va dire qu'on a des propos sexistes. Alors j'éviterai le sujet, si on veut bien. Non, mais ce qu'elle a dit en disant beaucoup d'auteurs changeaient d'adresse ou les diffuseurs n'avaient pas les adresses, non, ça je peux pas accepter ça, parce que forcément s'ils touchaient leurs droits, c'est que les diffuseurs envoyaient bien les droits à la bonne adresse, puisque les gens touchaient leurs droits. Donc ils avaient forcément le retour de l'adresse quand même. Donc il y a quand même des choses qui sont dites qui sont un peu légères. Moi, les affirmations qu'a fait Mireille sur certains points, je ne veux pas les relever, mais il y a beaucoup de, soi-disant, des rapports qui disaient que la GESA faisait mal et que la Maison des artistes faisait bien. Moi, j'ai les rapports qui sont inverses. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pardon, c'est ce que j'ai pas dit ça. J'ai même dit que nous nous sommes retrouvés ensemble au ministère pour se bagarrer pour la récupération du trimestre manquant, tu dois t'en souvenir d'ailleurs. Oui, très bien. Mais à la MDA. C'est pas de. Je me souviens où ça s'est passé. C'est le ministère qui l'a fait. C'est le ministère sur notre. Parce qu'on a réclamé. Je me rappelle de cette réunion. Christian. Je me rappelle de cette réunion, puisqu'on ne pouvait pas valider 4 trimestres, puisqu'on n'avait pas les 900 fois le taux du SMIC. Mais tout le monde, et je ne citerai pas des noms, ne voulait pas valider, voulait valider, mais en payant que 800 €, puisque on ne payait que 800 €, 800 fois le taux horaire du SMIC, pardon. Et le ministère a dit, pour valider, il faut 900 fois le taux horaire du SMIC, c'est la règle pour tout le monde. Et c'est venu par le ministère. Je ne me souviens plus du nom de ce charmant homme du ministère, qui était blond frisé. Moi, j'ai un problème avec les noms, c'est pour ça que j'ai fait photographe. Mais ça s'est passé normalement, parce qu'on ne pouvait pas, il n'y a pas eu de combat et tout. J'ai même vu des auteurs qui voulaient valider. Qu'est-ce que tu racontes? On a fait tourner des pétitions et je me suis battue, tu m'as d'ailleurs félicité, pour que les artistes n'aient plus qu'à payer le complément du trimestre. Si, on a eu une sérieuse négociation avec les ministères. Je pense que toutes les organisations qui sont ici présentes ont alerté le ministère de ces dysfonctionnements et puis ont travaillé dans le même sens, dans l'intérêt des auteurs. Absolument. Je vois que dans le chat, Henri Fellner pose pas mal de questions. Henri Fellner, est-ce que vous voulez bien prendre la parole pour poser vos questions? Henri Fellner, vous pouvez activer votre micro. Bon, alors je vais relayer. Il n'aurait fallu rien dire pour protéger la GESA. Dire quoi, Monsieur Fellner? Non? Bon. Je vous rends la parole, Christian. Peut-être on parlait de ces 900 SMIC horaires, ce qui représente à peu près 9 000 € dont on avait besoin pour pouvoir être affilié et puis du coup valider des trimestres de retraite. Sauf erreur, aujourd'hui, maintenant, c'est 600. Alors, pourquoi ces seuils 600, 900 peut-être Mireille et ensuite Christian. Alors, pourquoi 600? C'est lié à la négociation, c'est pour nous aligner sur le régime des salariés, puisque nous sommes au régime des travailleurs salariés, au régime général des travailleurs salariés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut pointer les dysfonctionnements de l'URSSAF, et Christian dit que c'est effectivement, comme dit M. Henri Fellner, là, c'est un sacré raccourci. On n'est pas passé à l'URSSAF uniquement parce qu'il y avait ce problème avec la GESA.
tout le monde est passé à l'URSSAF, hein, le RSI, tout le monde a été collé à l'URSSAF. C'était une décision gouvernementale, donc on est tous au même régime, les libéraux, les commerçants, les artisans, les artistes, les travailleurs salariés, tout le monde est à l'URSSAF maintenant, et ça permet à l'État de récupérer tous les flux financiers de la sécurité sociale. C'est ce qui lui permettra aussi de récupérer les flux financiers des cotisations de retraite complémentaire, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais je voudrais bien qu'on arrive à parler de mon cas pratique, puisqu'on a réussi à aller au tribunal et à gagner vis-à-vis de la GESA, et c'est pas faute d'avoir essayé quand même différentes tentatives de médiation avec la GESA, et la GESA a été condamnée. La GESA a été condamnée par le tribunal à payer 7 500 € de dommages et intérêts que je me permets de mettre en relation avec les 22 000 € que l'artiste-auteur a dû payer pour racheter ses cotisations, pour racheter ses années manquantes. Il y a quand même un souci. Vous voyez, c'est... Quelle date? Donc, hein, là, en 2019. En 2019. Il y a plus d'un an. Oui. Mais on pourrait avoir la jurisprudence éventuellement parce que... bah oui, complètement. Tribunal de grande instance du 14 mai 2019. Oui, tout à fait. C'est dans le cadre d'un dossier de cotisation, de régularisation de cotisation prescrite. Absolument, absolument. Et sur le Pardon? Et sur le montant des rachats. Oui. Aussi bien, alors, la CNAV lui a demandé 22 000, il a fait sa demande de rachat de ses années manquantes. La CNAV, pour régulariser sa carrière, lui a demandé 22 000 €, alors que les dommages et intérêts qu'il a obtenus de la GESA sont d'un montant de 7 500 €. Je voudrais aller plus loin quand même et vous signaler que l'auteur a demandé la revalidation et le rachat de ses années à l'IRSEC aussi, puisque ces années de retraite complémentaire, il ne les avait pas. L'IRSEC lui a refusé au prétexte que la GESA n'avait pas transmis son dossier, donc comme il n'avait pas cotisé à la GESA, il ne pouvait pas cotiser rétroactivement à l'IRSEC. Qui est la retraite complémentaire des auteurs. Tout à fait, tout à fait. Nous avons donc été obligés de retourner au tribunal et le tribunal a effectivement statué, là il a statué en décembre 2020, en disant que, bah oui, mais comme la CNAV avait revalidé ses années professionnelles, l'IRSEC était tenu de réaccepter le rachat rétroactif de ces années manquantes. Donc, vous voyez que ça implique aussi, il n'y a pas que la retraite de base, il y a la retraite complémentaire aussi qui marche avec. Très bien. Alors, il y a Christian Clair qui voulait intervenir tout à l'heure et Paola, je crois. Oui, il y aura une autre question. Christian? Oui, je voudrais quand même être très clair. Quand on dit scandale, on n'incrimine pas la GESA comme ça en disant voilà, c'est que la faute de la GESA, c'est la faute en règle générale de tout. C'est-à-dire que les ministères sont évidemment concernés. Enfin, le fait que la retraite, c'est pas, ça signifie tout simplement qu'on n'a jamais pensé que être auteur-artiste, c'est un métier. Point barre. Puisque tous les métiers payent de fait la sécurité sociale, de fait toutes les taxes et de fait la retraite. C'est pris comme ça. Donc voilà, quand on dit scandale, on ne va pas taper sur la GESA, d'autant plus que moi j'apprends avec cette discussion que les diffuseurs n'avaient pas l'obligation de donner mon numéro de sécurité sociale. C'est vraiment quelque chose que j'apprends. Là, enfin, je comprends pas quoi. Je comprends pas comment on peut laisser faire des choses comme ça. Donc, et je tiens à dire aussi que dès que j'étais inscrit à la GESA, dès que j'étais affilié, ça s'est très bien passé pendant 15 ans à la GESA. Donc voilà, le problème, c'est que, bah oui, il y a un manque de moyens, manque de volonté peut-être, et puis aussi manque d'obligation.
tout simplement, une obligation légale. On est obligé de payer une retraite dont acte. Je suis assez d'accord avec Pierre-Antoine, je ne sais plus, excusez-moi. Pierre-André, oui. Pierre-André, effectivement, on a affaire aussi à des auteurs. Bah oui, on n'est pas là, enfin, c'est vraiment pas notre préoccupation. D'autant plus, puisqu'on parle de l'IRSEC, qu'à un moment donné, la SACD, voyant certainement qu'il y avait un problème de retraite pour les auteurs, a imposé l'IRSEC pour les auteurs, de fait. C'est-à-dire que dès au début des années 2000, peut-être même avant, de fait, on payait enfin, on avait une taxe IRSEC, donc de retraite complémentaire. Quand on n'y connaît pas grand-chose, quand ça nous passe au-dessus de la tête et qu'on paye de la retraite complémentaire et on ne paye pas de retraite, on n'y comprend rien. Et donc, effectivement, ça fait un flou. Les artistes ne sont pas plus bêtes que les autres, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus les accuser de tous les maux et de dire qu'ils sont aussi seuls responsables de tout ça. Alors, effectivement, on arrive maintenant à une autre étape qui est, on rentre dans le système d'URSSAF, et évidemment, ce n'est pas mieux. Parce que, évidemment, l'AGSA avait l'habitude de gérer les auteurs. Et effectivement, c'est pas non plus un salarié comme un autre par rapport à tout ça. Donc voilà, et moi, ce qui m'importe, c'est comment on sort de tout ça, comment on peut rétablir des situations dont acte. Après, bah oui, chacun pensera ce qu'il veut des erreurs passées. Mais effectivement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Je dis ça pour Christian. Mais franchement, moi, quand on m'a raccroché au nez alors que j'étais plein de bonne volonté dans les années 90, bah, franchement, après, ça ne vous intéresse pas, quoi. De toute façon, Christian, quelles que soient les circonstances, quand quelqu'un vous raccroche au nez, il faut immédiatement rappeler. C'est-à-dire que oui, mais je pense que je l'ai fait, mais je pense que bah, je n'ai pas eu les réponses à mes questions. Peut-être qu'elles étaient un peu mal posées, mais voilà. Et puis je vous dis, je répète, comme Pierre-André, quand on a 30 ans, bah, la retraite, bah, on n'y pense pas. Sauf que c'est une obligation. Donc voilà, donc si c'est une obligation, on la paye. Et si on nous dit, bah, non, non, vous devez la payer, eh ben on la paye. C'est comme ça. Et il n'y a pas à faire oui, mais bon, on n'a pas pu et tout. Bah, c'était une obligation. Merci Christian. Donc peut-être avant de passer la parole à Paola qui va nous poser une question qui introduira la dernière partie, donc la partie solution, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Peut-être juste un récapitulatif et puis donc je compte sur mes compères et commères du CPE pour me corriger si je dis une bêtise. Donc avant 2019, à la GSA, on est affilié si on est au-dessus du seuil de 900 SMIC, donc environ 9 000 €. Si on est en dessous, on peut demander à être affilié et on passe en commission professionnelle. Et dans ce cas-là, si on veut valider des droits à la retraite, on surcotise. Je pense qu'il y a peu d'auteurs qui l'ont fait, mais il y en a un certain nombre quand même qui sont passés en commission professionnelle sans trop de difficultés pour être affiliés et puis pour surcotiser. Depuis 2019, cette distinction affilié-assujetti, elle n'existe plus officiellement. Il n'empêche que pour valider votre retraite, on doit cotiser à hauteur de 600 SMIC, donc à peu près 6 000 €. Si on est en dessous, on peut surcotiser. Mais c'est pas parce qu'on cotise à la retraite à 50 SMIC ou à 100 SMIC que ça nous ouvre des droits. Il faut vraiment atteindre ce seuil pour ouvrir des droits. Sinon, c'est la solidarité. Donc, ce qui veut dire que les auteurs assujettis qui aujourd'hui découvrent qu'ils n'ont pas cotisé, en fait, bah, peut-être que s'ils avaient cotisé, ils auraient juste cotisé pour la solidarité et que ça leur aurait pas ouvert de droit. Voilà, je passe la parole à Paola, Paola pour ta question qui introduit donc la question du rachat des cotisations. Alors, c'est une question un peu spécifique en plus. Donc, c'est une personne qui dit qu'elle était à la GSA, mais qu'elle était en dessous du seuil. Donc, elle était passée plusieurs fois en commission professionnelle ou n'avait pas établi son activité d'auteur, bon, pour diverses raisons. Mais en revanche, elle faisait des ateliers et rencontres à ce moment-là, donc qui n'étaient pas prises en compte pour arriver au seuil. Elle se dit, sa question, c'est aujourd'hui, les ateliers et les rencontres font partie des revenus artistiques. Est-ce qu'il est possible de faire
retour sur les années précédentes et d'annuler les décisions des commissions professionnelles afin que ces activités accessoires entrent dans le calcul des trimestres. Est-ce qu'on peut faire ça rétroactivement? Alors, j'ai une demande de prise de parole d'Emmanuel et puis ensuite de Christian. Et puis, si on pouvait aussi donc répondre aussi à la question qui vient d'être posée. Emmanuel et puis ensuite Christian Chamoura. Oui. Voilà, mon micro ne voulait pas s'activer. Non, je voulais revenir sur la pratique des commissions professionnelles. Moi, j'ai siégé dans plusieurs commissions professionnelles à la GESA et je me souviens très bien de la façon dont les choses se passaient. Il y avait autour de la table toutes les organisations professionnelles dans les différents secteurs. Dans le livre, il y avait toutes les organisations du secteur du livre, les traducteurs, les écrivains, les auteurs jeunesse. Dans l'audiovisuel, il y avait toutes les associations et organisations associatives, syndicales, les sociétés de gestion, réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, compositeurs de musique. Voilà. Il y avait tout le monde au sein des commissions professionnelles. C'était des commissions professionnelles, donc il y avait des représentants des professionnels ou des organisations professionnelles. La bienveillance dans le traitement des dossiers a toujours, dans mon expérience, a toujours été le point d'orgue. Donc, j'ai été assez étonné de certaines remarques que j'ai vues passer dans le chat, disant que les commissions professionnelles n'avaient pas donné suite à telle ou telle demande. Je ne sais pas, je me souviens d'un taux de maintien ou d'affiliation qui était de l'ordre de 90%. Donc, on était sur des taux de ce genre-là. C'est d'ailleurs à un tel point que les représentants des affaires sociales, à un moment donné, ont râlé et ont dit « mais vous devriez empêcher qu'il y ait des affiliations ou des maintiens en dessous du seuil d'affiliation ». Et on leur disait, on avait un combat avec eux, on leur disait « mais ça sert à quoi les commissions professionnelles s'il faut radier les gens qui sont en dessous du seuil ?» C'est bien l'intérêt des commissions professionnelles, c'est de les maintenir si jamais ils considèrent qu'ils sont toujours professionnels. Donc, je suis juste un peu surpris de ça. Sur la question de revenir sur des décisions des commissions professionnelles, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le problème pour cette personne. C'est un problème d'assiette et de revenu dans l'assiette. C'est un peu bizarre ce terme, revenu dans l'assiette. Bon, j'espère que vous avez compris, mais c'est les revenus accessoires ne rentraient pas pendant tout un temps dans le calcul de l'assiette des droits sociaux sur lequel étaient calculées les cotisations. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Depuis un temps plus récent, c'est le cas, mais revenir sur des situations passées comme il semble que la personne voulait le faire, je ne suis pas persuadé. Mais là, c'est vraiment des cas particuliers, et puis peut-être que d'autres intervenants, François ou Pascal, auront des réponses sur le sujet. Alors, je vois que Pascal peut-être a une réponse, et puis Christian Chamoura. Oui, pour répondre à cette question sur peut-on revenir sur des revenus qui n'étaient pas considérés comme des revenus comptant pour le calcul des droits sociaux, en fait, hein. À mon sens, on ne peut pas revenir dessus, étant donné que le texte qui définit maintenant clairement les revenus pris en compte est un texte tout récent qui ne revient pas sur le passé. Voilà, mais comme le disait Emmanuel, toute situation doit mériter quand même d'être examinée. Par ailleurs, pour revenir également sur... est-ce qu'on peut revenir en arrière sur des cotisations Oui. sociales? On peut revenir en arrière dans la limite de 3 ans, plus l'année en cours. C'est ce qu'on appelle la prescription en matière de cotisation sociale. Donc, si ces revenus pouvaient être pris en compte comme revenus, c'est les 3 dernières années, plus l'année en cours, on ne peut pas revenir plus avant. Et peut-être Christian voudra compléter sur ce point-là. Christian, oui, Christian Chamoura, et puis ensuite Mireille, je crois que tu as demandé la parole. Donc, oui. Christian Chamoura. Sur le dispositif, c'est par tranche de 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à 9 ans. Donc, ce n'est pas 3 ans, je crois, et l'année en cours. Je ne suis pas très féru sur ce dispositif. On ne parle pas de la même chose, Christian, je pense. Pascal parlait des cotisations sur lesquelles tu pouvais revenir sans prescription. Les 3 années précédentes en affiliation. Alors que toi, tu parles du dispositif spécifique où là, justement, les cotisations sont prescrites. Donc là, effectivement, il y a un dispositif avec des règles. Il me semblait que c'était 3 périodes, pas forcément de 3 ans maximum,
Et il me semblait que c'était 3 ans maximum. Je suis pas. Non, c'est 3 périodes. Non, non, c'est 3 périodes. Oui, pardon. Ça peut être 10 ans. Hein. Et non, non, mais ce n'est pas par tranche de 3 ans. Non, ce n'est pas par tranche de 3 ans. C'est 3 périodes maximum, 3 demandes maximum, mais il n'y a pas de. Dans mon souvenir, il n'y avait pas de limite. Est-ce qu'on peut le formuler? Est-ce que vous pouvez le formuler ça de manière claire? Parce que j'ai un peu peur que ça crée de la confusion. Donc, En fait, oui, pardon. Pour ma part, je suis, quand le conseil d'administration de la GESA s'est terminé, c'est des choses qui se sont passées après. Donc, je ne suis pas vraiment au courant des détails de cet aspect-là. Moi, je suis redevenu un auteur qui cotise à la GESA comme tous les auteurs par rapport à sa profession. Je n'ai plus, d'une certaine façon, accès à ce qui se passait après à la GESA. Les renseignements que je peux avoir, c'est des renseignements que je demande au directeur ou des choses comme ça. Mais sur le dispositif, je sais qu'apparemment, les auteurs qui demandent des devis, ils ne trouvent pas ça très avantageux. C'est vrai. Je ne sais pas quoi répondre à ça, sinon que de faire que le ministère fasse évoluer la chose. Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas la GESA qui a des réponses à ça. Et sinon, donc formuler d'une autre manière, je ne sais pas répondre à ça. Emmanuel ou Pascal? Sur cette histoire de… Vas-y, Pascal. Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle les cotisations non prescrites. Ce sont les cotisations qui se rapportent aux 3 dernières années. Celles-ci, en fait, c'est un principe général du Code de la sécurité sociale, hein, ça ne vaut pas que pour les artistes-auteurs. Elles peuvent être régularisées dans la limite des 3 dernières années. Ça, ce n'est pas le dispositif de ce qu'on appelle la régularisation des cotisations prescrites. La régularisation des cotisations prescrites ou arriérées, RCA, concerne en fait les années non prescrites, c'est-à-dire les années de plus de 3 ans qui précèdent la demande de l'année en cours, en fait. Et elles peuvent concerner toute la période, donc depuis la création du régime, enfin depuis, je ne sais plus quelle est la date exacte dans la circulaire, mais il me semble que c'est depuis 1975, la régularisation donc, peut concerner toute cette période-là, et ce sont effectivement dans la limite de 3 périodes qui ne sont pas limitées dans le temps. François Nacfer? Oh, tu lagues, François. Coupe ta caméra, peut-être? Voilà, je coupe ma caméra. J'ai sous les yeux la fiche pratique des régularisations. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, c'est perçu après le 31 décembre 1975 qui n'ont pas donné lieu à un appel de cotisation d'assurance vieillesse. On peut demander à régulariser jusqu'à 5 périodes et une période couvre au moins 3 années civiles consécutives. Donc, on peut demander jusqu'à 5 périodes, une période couvrant 3 années consécutives, c'est ça? Au moins, voilà. Okay. Au moins, exactement. C'est-à-dire, on ne peut pas demander des années… Oui. On ne peut pas demander des années unitaires, en fait. On ne peut pas demander 1 ou 2 années. Voilà. Quand on demande une régularisation, c'est au minimum une période de 3 années. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais si on veut, par exemple, récupérer 4 trimestres, on peut très bien prendre une période en demandant des années où on a cotisé, donc il n'y aura pas de régularisation, et on n'aura que l'année où on veut récupérer les 4 trimestres. C'est à l'auteur, quand il fait sa demande, de positionner sa demande de telle sorte qu'il ait le nombre de trimestres nécessaires. Mais encore une fois, on parle un peu dans le vide parce que, en réalité, sur ce dispositif de régularisation de cotisation prescrite, à ma connaissance, aucune organisation n'a été informée de la réalité de l'utilisation de ce dispositif, du nombre de personnes qui ont fait les demandes de devis, du nombre de personnes qui ont accepté les devis, du montant que ça leur a coûté, du nombre de trimestres qu'ils ont récupérés. On a cessé depuis plus d'1 an de demander d'avoir des bilans, d'avoir un bilan. On n'a toujours pas de bilan. Le dispositif va s'achever fin 2021. La ministre a annoncé, là, dans certaines de ses interventions, qu'elle voulait explorer cette piste
du dispositif régularisation des cotisations prescrites, mais on n'a toujours pas le bilan, on n'a toujours pas les infos pratiques. C'est un peu lamentable. Mireille, je crois que tu voulais parler. Oui, non, mais je voulais déjà dire que j'essaye de mettre les références des décisions juridiques qui doivent faire jurisprudence maintenant, mais je n'arrive pas à envoyer les références sur la messagerie qui est ouverte sur le côté. Ça, déjà, c'est un premier point. Donc, je n'ai pas compris comment envoyer à tout le monde. Je n'ai pas compris comment faire. Dans la fenêtre de discussion, dans la fenêtre des discussions, tout en bas, tu écris ou tu fais Oui, oui, mais ça, c'est ce que j'ai fait, Bessora, c'est ce que j'ai fait. Bah, envoie-moi par mail, je vais essayer de transmettre. Oui. Oui. En ce qui concerne la prescription. C'est un fichier. Non, ce n'est pas un fichier parce que c'était impossible. C'est un JPEG? C'est une image? Ce n'est pas un JPEG, je viens de le taper comme si c'était un message. Envoie-moi par mail. Il y a Paola, je crois, qui voulait parler aussi. Bon, ben, je voulais parler de la prescription aussi, mais bon. Non, en fait, excuse-moi Mireille, je pensais que c'était la main que j'avais pas. Vas-y Mireille, vas-y. Ben, je voulais dire qu'en droit, il n'y a pas de prescription pour les cotisations de sécurité sociale. Après, le dispositif qu'on nous a mis à disposition est un autre type de dispositif qui est mis, on a calqué le dispositif de rachat des années sur le dispositif des salariés. Effectivement, c'est pour un temps. Seulement, est-ce que les sociétés d'auteurs sur les avis de précompte l'ont signifié à tous les artistes? Je n'en suis pas sûre. Parce que quelle est l'information que reçoit un artiste, auteur, qui cotise à la GESA ou bien même qui aurait dû cotiser à la MDA? Quelle est l'information qu'il reçoit s'il n'est pas dans un organisme de type syndical ou organisation professionnelle? Si ce n'est pas par la société qui lui verse qui lui envoie son détail de droits d'auteur avec les précomptes, comment le sait-il? Il ne le sait pas. C'est une réalité. Et qu'est-ce qu'on a fait faire par la MDA pour cette histoire de trimestre manquant? On a fait éditer sur l'appel de cotisation un avis spécial en disant « Attention, pour tant d'auteurs et pour tous les auteurs qui ont cotisé à ce seuil-là, vous n'avez que 3 trimestres de validés sur une année depuis la réforme là, qui nous passait à 800 fois la VHMS. » Et on a fait passer le message par l'appel de cotisation. Là, si on n'a pas quelque chose de bien particulier, en l'occurrence, les sociétés d'auteurs, lorsqu'elles envoient les avis de droit d'auteur qui font une information, les artistes ne le savent pas. Et oui, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est la réalité. On demande un bilan de ce rachat des cotisations, de cette revalidation des années manquantes, et on n'en a pas. On ne sait pas. On ne sait pas combien d'auteurs ont demandé. Combien d'artistes auteurs? Voilà. La GESA n'a pas ces informations. Ah ben non, mais personne ne les a. Je ne sais même pas si le ministère a compilé. Je ne sais même pas si la CNAV, la CNAVTS, qui est chargée du rachat, de gérer le rachat de cotisation, a même fait des stats et est même en mesure de donner des chiffres. Mais bon, la gabegie, on la voit partout. Hein. C'est clair. Paola, je crois que tu voulais prendre la parole. Paola, ton micro? Mais voilà, ça y est, j'arrivais pas à l'activer. Non, mais c'était, j'avais d'autres questions à relayer, donc je ne sais pas si c'est le bon moment. Oui, vas-y. En fait, qui parle pas des solutions, qui reparle du problème. En fait, quelqu'un qui nous avait envoyé un mail en nous disant que le seuil de 900 SMIC horaires pour entre assujettis et affiliés était arbitraire et n'avait jamais été obligatoire dans le code de la sécurité sociale. Si, ça c'est la négociation, ça c'est la négociation des années 90. D'accord, voilà. Donc c'était
Et qui a fait aussi que ceux qui étaient au BNC se voyaient majorés de 15% pour réintégrer, soi-disant, les cotisations sociales qu'ils déduisaient de leur BNC. Enfin, c'était tout un bazar, on n'était pas d'accord, mais bon, ça a été conclu comme ça. On a aussi dans le chat une question, Henri Fellner. Alors, pour activer votre micro, il faut juste appuyer sur le micro en bas si vous voulez prendre la parole. Mais en attendant, je relais. L'AGESA a-t-elle gardé des documents sur nos carrières, par exemple années 80? Est-ce que l'AGESA a des documents sur les années 80? Et Pierre-André qui dit qu'idéalement, il faudrait un outil de calcul en ligne pour avoir une idée de ce que rapporte un rachat de cotisation en termes de pension de retraite. Alors, je vous demande la parole. Oui, Mireille et Christian. Oui, ensuite. oui, alors ça, effectivement, on peut demander à la CNAV de faire un devis, on va dire. C'est une forme de devis. Voilà, je veux racheter toutes ces années-là, combien ça va me coûter et comment va être majorée ma retraite. Ça, on peut le faire. Mais il y a un outil de calcul en ligne? Je crois que non, pas du tout. C'est une demande qu'on doit faire auprès de la CNAV qui régularise les carrières. C'est l'évaluation de la reconstitution de carrière. Ils le font tous les jours. Et sur les documents AGESA, sur les documents de carrière, est-ce que l'AGESA aurait gardé des documents de carrière? Je peux pas savoir, mais tous les documents qui sont envoyés à l'AGESA, elle l'a. Mais quand on parle de carrière, est-ce qu'on parle d'assujettis ou d'affiliés? Parce que les affiliés n'ont pas ce type de problématique. Les affiliés ont automatiquement eu des appels de cotisation vieillesse qu'ils ont réglés et le problème ne se situe pas. C'était toute la marge d'affiliés, d'assujettis qui n'était pas très précisée. À partir de, je crois, c'était 87, je crois, où on a eu une informatique qui permettait d'avoir les noms des gens qui étaient précomptés par les diffuseurs. C'était un problème assez particulier. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui était assujetti, en fait, et qui demande s'il peut récupérer ses documents de carrière des années 80 étant assujetti. S'il est assujetti, on n'a pas ces documents. S'il ne s'est pas affilié, s'il était au-dessus du seuil et qu'il ne s'est pas affilié, malheureusement, voilà, il ne s'est pas affilié, il n'a pas été appelé pour la retraite. Et ce qui serait souhaitable, c'est qu'il ait gardé les bordereaux quand même de ses diffuseurs. Ben voilà. Et je voudrais, moi, intervenir dans le même domaine pour avoir demandé une reconstitution de carrière à la Maison des artistes. Et Christian le soulignait fort justement auparavant, c'est qu'avant la numérisation et l'informatique, tout était en document papier. Donc, ça veut dire que les archives actuellement, elles sont encore en document papier. Et absolument ingérable. C'est pas possible. Il faudrait faire des fouilles archéologiques pour les retrouver. Si je peux me permettre, pour l'AGESA, ce n'est pas le cas, puisque depuis, j'ai plus les dates en tête, mais tous les documents avec je me souviens plus comment on appelle ça, le système informatique, tout document qui rentrait à l'AGESA était scanné immédiatement. Mais pas dans les années 77, Christian. Je ne dis pas 77, mais là, c'était… Ouais, mais depuis le début, c'était papier. Et tu l'as dit fort justement, c'était papier, c'était papier. Je ne sais plus à quelle date ça a été, c'était comment s'appelait le scan intelligent, là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Oui, qui prend les documents, là. Notre ami doit s'en souvenir. Je ne cherche pas, je ne m'en souviens pas non plus. Alors, c'était la numérisation. Non, oui, mais ça avait un nom. Si, ça y est, ça me revient, la GED. Oui. C'est-à-dire que non seulement le document était scanné, mais il était scanné intelligemment, c'est-à-dire qu'on pouvait le retrouver. Il y a des ordinateurs adaptés pour le personnel, pour avoir accès ou pas, suivant que les gens étaient concernés ou pas. Mais les documents de carrière sur des assujettis, il n'y en a pas, puisqu'on n'a eu que les noms au début, les sommes qui étaient versées, et les sommes étaient versées, je ne suis même pas sûr qu'elles étaient versées de façon… si elles n'étaient pas versées forfaitairement par trimestre par des diffuseurs. Je ne suis pas sûr. Et la GED, Mireille, excuse-moi, Mireille, je vais faire un dernier tour avant qu'on en vienne, qu'on creuse un peu la question. Oui, mais juste pour dire que la GED est arrivée dans les années 90. Ok, merci. Pascal Fabre et ensuite Cécile Deniard. Et Christian Clair, j'ai vu que vous leviez la main aussi.
Oui, alors je voulais juste revenir sur le dispositif de régularisation des cotisations arriérées dont on parle là, hein. D'abord pour vous dire que j'ai des chiffres un peu plus précis concernant les auteurs que nous avons accompagnés à la SCAM. Donc on a accompagné 160 auteurs en fait, très exactement, pour faire des dossiers de régularisation. Sur ces 160 auteurs, on sait qu'on a 20 auteurs qui ont accepté les devis. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas accepté, mais on a un retour sur une vingtaine d'auteurs. Voilà. Et on a également, sur ces 160 auteurs, une dizaine d'auteurs qui ont fait la demande depuis plus de 2 ans et qui n'ont pas de réponse de la CNAV, c'est-à-dire qui n'ont même pas eu un retour de la CNAV sur leur demande. Même pas un retour indiquant que leur dossier est incomplet ou quoi que ce soit. Voilà, malgré les relances auprès de la CNAV, auprès du ministère, auprès de l'AGESA, nous n'avons aucun retour sur ces dossiers-là. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que si on réfléchit à une amélioration pour l'avenir, il faut quand même que ces dossiers puissent être traités. Or, aujourd'hui, ils ne sont pas traités. Il n'y a aucun organisme qui s'occupe d'accompagner les auteurs. On parlait d'outils en ligne tout à l'heure, mais au-delà de l'outil en ligne, alors l'outil, ça serait formidable, effectivement, mais il faut savoir effectivement conseiller les auteurs sur les années qu'ils doivent racheter et celles qu'ils ne doivent pas racheter. Sur les années où ils ont cotisé au-delà du plafond, ce n'est pas nécessaire pour un auteur de racheter ces années-là. Il y a des années qui sont très anciennes et qui peuvent être des années de faible rémunération pour l'auteur. Elles ne sont pas non plus pertinentes, forcément pertinentes. Donc, il y a un vrai travail d'analyse du relevé de carrière de l'auteur qui est à faire par des spécialistes de la retraite. Et ça, aujourd'hui, personne ne fait cet accompagnement, ni l'AGSA, ni la CNAV. Les sociétés d'auteurs ou des organismes professionnels peuvent le faire, mais Oui, ce n'est pas leur métier. C'est pas leur métier. Non. Ça demande un temps considérable. Oui. Et au bout du compte, en plus, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que les auteurs n'ont pas forcément de retour. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Donc, moi, je trouve que l'idée de l'outil en ligne, en tout cas, c'était très pertinent, d'autant que ça existe pour d'autres professionnels. Hein, aujourd'hui, sur le site de l'assurance retraite, il existe des outils en ligne de simulation de rachat, notamment lorsque vous voulez, je crois, racheter des années d'études. Voilà, ça existe en tout cas ces outils pour certaines professions. Et puis peut-être qu'on reparle parmi les pistes à explorer sur ce dispositif des différents leviers que l'on pourrait demander pour l'améliorer. Donc, on a parlé tout à l'heure du taux d'actualisation qui est une sorte de pénalité, hein, c'est-à-dire que les années rachetées, plus elles sont anciennes, plus elles coûtent cher à l'auteur. Hein. Il y a un taux d'actualisation qui est appliqué, qui est de 2,50 par année. Ça, c'est un levier sur lequel, il me semble, on pourrait travailler. Voilà. Cécile Deniard. Oui, bonsoir. Je vais lâchement m'associer à absolument tout ce qu'a dit Pascal, qui est toujours très pertinent et précis et utile pour la suite des réflexions. Je voulais d'abord, enfin moi j'avais compris qu'on était dans la partie solution et déjà vous remercier d'avoir organisé cette réunion qui me semble déjà en soi un début de solution, c'est-à-dire que se mettre tous autour de la table symbolique pour essayer de défricher, de voir où est l'essentiel et ensuite de tenir le même discours aux auteurs, parce que les malheureux auteurs, ils ont été beaucoup bousculés par la situation sociale d'une manière générale. Et si on arrivait à ce que dans la suite du traitement de ce dossier, il y ait des diagnostics communs qui soient posés et des demandes communes et un discours commun vis-à-vis des auteurs, je crois que ce serait déjà en soi un début de solution. Sur le diagnostic, notamment, on s'aperçoit que le scandale, si on veut parler de scandale, ou en tout cas le problème qui n'est pas encore réglé, il porte pas tellement sur 180 000 anciens assujettis, mais sur une population encore à chiffrer de gens affiliables. Et moi, je suis d'accord avec Pascal sur le fait qu'il faudrait qu'on ait quand même une évaluation de ce que ça représente. Là, en fait, on est dans le flou. On ne sait pas quelle population on doit toucher. Et cette population, justement,
comment la toucher, en termes simplement d'information du fait qu'il y a un problème. Parce qu'on voit bien que la capacité de formation et d'information de nos organisations, elle rencontre ses limites là. Donc c'est ce que disait Mireille. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une information sur les possibilités qui sont ouvertes, même si elles ne sont pas satisfaisantes à l'heure actuelle, mais vis-à-vis d'une population qui aujourd'hui certainement n'a pas été touchée par nos débats. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, je pense que si dans la suite, l'ensemble des associations peuvent porter collectivement des demandes vis-à-vis des pouvoirs publics, oui, enfin, je redis ce que disait Pascal, il faut absolument qu'il y ait du personnel, sans doute à l'AGESA, qui soit dédié à ce dossier. Parce que, comme on le disait, là aussi, nos associations rencontrent leurs limites. Donc voilà, porter cette demande-là collectivement et un discours commun vis-à-vis des auteurs, je crois que ce serait déjà une belle avancée. Merci beaucoup. Merci Cécile. Alors avant de passer la parole à Emmanuel sur les affiliables, dans le livre, le ministère de la Culture a fait une étude en 2015 sur la situation économique et sociale des auteurs. Et il a repéré là 7000 auteurs qui étaient affiliables. Il y en avait 5000 affiliés sur une population de 100 000. Et il a repéré 7000 auteurs qui n'étaient pas affiliés, mais qui l'étaient. Donc Emmanuel de Rangervais et ensuite Christian Chamoura et ensuite Christian Clerc. Moi, je voudrais revenir parce que 20 heures approche, donc l'heure de la fin de cette réunion intéressante par les échanges qu'il y a eu. Mais j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu quand même des solutions, des choses pour moyen, court terme et moyen terme. Donc d'abord, je me réfère à la conférence de presse de Franck Riester du 18 février. Ça, c'était la conférence de presse qui suivait le rapport Racine, dans lequel était de nouveau évoquée la question qu'il n'y avait pas eu de prélèvement de cotisation à l'assurance vieillesse par la GESA. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, le rapport Racine reprenait des éléments de rapport qui avaient précédé dans les années, début des années 2010. Et la conférence de presse de Franck Riester disait que, je cite le ministre, « Je déplore ces carences, ces manquements qui engendrent des difficultés personnelles pour les artistes-auteurs. Je demande à la GESA de mettre en place une cellule d'accompagnement appelée à traiter au cas par cas les situations individuelles. Je souhaite que les demandes soient traitées avec rapidité, efficacité et bienveillance. Je souhaite être régulièrement informé pour m'assurer que les réponses apportées aux artistes-auteurs sont adaptées. » Les déclarations du ministre le 18 février, elles étaient intéressantes. Le Covid est arrivé, le ministre est parti, et depuis, plus de nouvelles. Or, incontestablement, dire il y a 190 000 personnes qui sont concernées ou qui sont lésées, ça ne règle pas le problème. En revanche, on sait qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont des vrais problèmes. Donc, à mon avis, il faudrait demander, on pourrait peut-être être un certain nombre d'organisations à être d'accord pour demander que le ministre, la ministre en charge aujourd'hui du dossier, reprenne cette idée de Franck Riester de faire un bilan exact des personnes, des auteurs qui sont lésés et de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions pour régler les problèmes de ces auteurs qui, de bonne foi, n'ont pas été informés ou n'auraient pas été informés et qui, dans tous les cas, aujourd'hui, ont des vrais problèmes de calcul et de liquidation de retraite qui méritent de se pencher sur leur cas. Prenons les cas qui vraiment posent problème. Ne parlons pas des gens qui, à un moment donné, soit par facilité ou soit par économie, n'ont pas fait le truc. Ce n'est pas la peine de régler des problèmes pour eux alors qu'ils n'en ont pas. Réglons les problèmes des auteurs qui en ont vraiment. Et pour ça, il faut les identifier. Et ça, il faut une instance administrative qui ait la capacité de le faire. L'AGESA n'est pas forcément la bonne structure, peut-être. Hein. C'est peut-être l'URSSAF, je n'en sais rien. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'efficace parce qu'aujourd'hui, la CNAV n'a pas fait la démonstration de son efficacité sur les délais pour traiter les dossiers. Je vous rappelle que le dispositif s'est mis en place juste avant l'année blanche fiscale, et que donc il y a un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas voulu déposer de dossier la première année du dispositif de régularisation de cotisation prescrite parce que ce n'était pas certain qu'ils puissent
déduire de leurs frais professionnels le rachat des trimestres prescrits. Donc déjà, il y a eu une année qui a sauté au début. Et là, la fin, c'est en 2021. On est quasiment à la fin. Le temps que les pouvoirs publics se prennent par la main et prennent une décision, c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on essaye de les faire bouger. Donc, il faut faire un bilan, il faut faire des propositions. Et moi, je suis d'accord pour que, effectivement, ce taux d'actualisation, il est beaucoup trop lourd, surtout pour ceux qui ont des périodes anciennes à racheter. Donc, il faut qu'on arrive à obtenir, à cause des dysfonctionnements identifiés pour un certain nombre d'auteurs, la possibilité pour eux d'avoir un rachat sans taux d'actualisation qui s'applique. Voilà, moi je trouve qu'on serait dans notre rôle à demander des choses comme ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, d'autres propositions, et moi je suis prêt à entendre n'importe quel. Petit problème, depuis que tout a été transféré à l'URSSAF, il reste 25 personnes, maisons des artistes, AGESA comprises, dans les locaux. Et donc, ces 25 personnes, elles peuvent pas faire tout ça, quoi. On ne peut pas leur demander des missions qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont plus. Sur le fait que les auteurs puissent racheter des trimestres moins chers, mais 100% d'accord. Mais on sait très bien que c'est à la main du ministère et qu'ils décideront, enfin, le ministère des Affaires sociales et la CNAV, et surtout aussi l'ACOS, et qu'on aura des réponses avec ces gens-là. On les aura pas de l'AGESA. L'AGESA, c'est 25 personnes qui restent pour AGESA et Maison des artistes. Le régime a été enlevé à la Maison des artistes et à l'AGESA, c'est clair. Ok. J'aimerais beaucoup. Bien entendu que je ne disais pas que c'était l'AGESA qui devait se prendre par la main pour ça. Mais les gens comprennent, parce que c'est ce que demandait une précédente interlocutrice qui disait des choses intéressantes, mais il faut prendre la mesure de ce qui reste. Et les gens qui sont encore à la GESA sont submergés. Et comme ils travaillent en télétravail, ça va des fois jusqu'à 10 heures du soir pour répondre à des mails d'auteurs et des choses comme ça, alors que c'est même plus le travail et la mission qui lui est confiée. Et Henri Feldner pose des tas de questions, j'aimerais lui répondre, mais c'est pas dans l'ordre du débat général. Mais il s'agit certainement de saisir les pouvoirs publics. Alors, avant de passer la parole à Christian Clerc et ensuite à Mireille Lépine, on a Marie Causse qui propose une piste dans le chat. Paola, si tu veux bien nous dire. Marie Causse, je vois qu'elle écrit. Est-ce que ça serait possible en fait de croiser avec les informations, les déclarations fiscales faites aux impôts, donc de ces sommes, des sommes en question? Et à partir de là, ça permettrait d'avoir un bilan déjà sur qui est concerné, et pour quel montant, et ensuite voir comment le rachat serait possible, à quel taux, etc. Donc, est-ce une piste faisable? Oui, c'est possible. Alors, Christian, Claire et Mireille. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel. Et en fait, je voudrais dire, moi je suis auteur. Enfin, voilà, et je parle en mon nom d'auteur. Et je pense que justement, ça serait nous respecter que ne pas nous considérer comme un salarié qui rachète des années, parce que il y a quand même quelque chose qui a été très fort pour nous, c'est que, alors, il y en a qui parlent de spoliation, on a été spolié, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait. Et qui finalement a été fait à notre… enfin, on a été, oui, spolié d'années où on n'a pas payé une retraite, et maintenant on arrive à la retraite, et puis finalement on se retrouve sans avoir cotisé pour ces années-là. Donc je pense que la manière de nous respecter, la manière de remettre les choses en ordre, c'est certainement ça, c'est de dire, vous pouvez racheter, c'est de faire front commun, les syndicats et toutes les sociétés d'auteurs, et de dire non pas à la GSA, mais au ministère concerné, puisque c'est ça, enfin le ministère des Finances et le ministère de la Culture, de dire il y a eu un problème pendant toutes ces années, accepter que les auteurs, ceux qui vont le pouvoir, parce que déjà c'est pas évident, rachètent au taux de la cotisation qu'ils auraient dû payer, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a une négociation, mais en tout cas le taux actuel n'est absolument pas, c'est pas possible à entendre, c'est pas possible à entendre. Voilà. Et donc c'est une double peine, si on peut dire, une double, triple peine. Enfin voilà. Et c'est aussi le fait que en France, on n'est pas considéré quand on est auteur.
quand on est auteur ou artiste ou peintre, tout ça, on n'est pas considéré parce qu'on n'a pas de statut salarié. Et ça fait aussi partie du cheminement de dire, bon, à un moment donné, de faire accepter que c'est un métier comme un autre. Alors peut-être pas tout à fait comme un autre, mais en tout cas qui se place avec des règles un peu communes. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire ce soir, c'est aussi pour ça que mais je trouvais ça très intéressant, ce chat-là, c'est ça, il faut faire front commun pour pouvoir, la réparation c'est ça, c'est racheter mais pas à n'importe quel prix. Oui, on va travailler sur les pénalités et ce bilan. Christian, moi je suis sûre que comme moi et comme tous les auteurs qui sont présents, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous exercez un métier. C'est aussi une histoire de conviction personnelle. Moi, je n'ai pas de doute, mais oui. La société ou je ne sais quoi, oui, absolument. Mais la société, mais je parle ça dans un contexte, dans un contexte, mais c'est très important, hein, mine de rien. Oui, je comprends tout à fait. Mireille. Alors, je suis tout à fait d'accord pour qu'on appuie sur la reconnaissance de la professionnalité d'un artiste-auteur. Ça, c'est mon combat depuis 20 ans. Je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Sur la CNAV, ce n'est pas acquis, hein. Même quand vous avez payé les cotisations, je sais que l'auteur pour lequel on s'est battu, on lui a fait une évaluation du manque qu'il devait récupérer, des sommes récupérables pour le non perçu de la reconstitution de sa carrière. On lui a annoncé une somme de 3 000 et quelques euros, je n'ai plus le chiffre précis en tête. La CNAV lui en a versé 800 et quelques et maintenant lui demande de rembourser 600. Donc, ce n'est pas acquis du tout, hein, les comptes de la CNAV. On n'a toujours pas réglé non plus l'histoire des précomptes trop perçus. Ça, hein, on va l'oublier peut-être, je ne sais pas, mais ça, c'est quand même une réalité dans le bilan de la GESA. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une manifestation politique que nous devons avoir et une cohérence d'ensemble, une cohérence des organisations, parce que nous avons un certain nombre de choses à réclamer, notamment le bilan. Qui est concerné et comment on fait pour passer l'information? Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut réclamer la prolongation des délais de reconstitution de ces carrières. C'est absolument indispensable, vu tout ce qui s'est passé, les événements, plus le passage à l'URSSAF, l'épidémie, enfin, tout ce qui s'est passé. Donc, il faut exiger la prolongation des délais de reconstitution de nos carrières. Qui actuellement s'arrête, sauf erreur, en 2021. Hein, donc, demander la prolongation du dispositif. C'est cette année. Il faut renégocier effectivement les taux de cotisation. Il faut absolument pouvoir renégocier ça. Et je rebondis sur le fait qu'effectivement, les données fiscales peuvent fournir les reconstitutions de carrière que ne peuvent pas fournir les organismes collecteurs. Voilà. Très bien. Écoutez, on n'est pas trop loin de la fin de cette première rencontre. Peut-être on fait un dernier tour pour un petit... Attends, Bessora, 30 secondes. Vas-y, oui. J'aimerais bien que les représentants des organisations professionnelles et des sociétés d'auteurs qui sont ici réfléchissent bien à l'histoire de se mettre d'accord sur un message politique fort que nous pourrions envoyer au gouvernement et qui appuierait sur tous ces points-là. Parce que de toute façon, il n'y a que la pression, il n'y a que le rapport de force qui fait que nous pouvons gagner quelque chose. C'est ce que j'avais fait pour les histoires de la Maison des artistes et je pense que maintenant, avec la jurisprudence que nous avons, nous pouvons même attaquer l'État. C'est-à-dire que nous pouvons aller au tribunal administratif. Donc, c'est quand même un levier, c'est quand même un rapport de force, il faut le dire, qui peut nous permettre de négocier des choses que nous avons envie de négocier. Alors, c'est précisément l'objet, Mireille, c'est précisément l'objet de ces rencontres, c'est d'initier des réflexions et de trouver des pistes qui permettent ensuite de faire avancer ces sujets. Voilà, je t'ai interrompu, vas-y. Non, oui, juste un point sur la cellule d'accompagnement. Alors, effectivement, suite aux déclarations de Franck Riester, il devait y avoir une cellule d'accompagnement à la GESA.
Moi, je sais qu'à un moment, j'ai appelé la GESA pour demander à être mise en contact avec la cellule d'accompagnement sur un dossier et qu'on m'a dit que non, ça n'existait pas encore. C'était fin 2019. Alors, bon. Ok, donc ce qu'on peut retenir de ces solutions en dehors de ce courrier qu'il faudrait envoyer au pouvoir public pour avoir un bilan des auteurs lésés, un moyen de les identifier, de trouver des solutions pour ceux qui de bonne foi n'auraient pas cotisé. Il y a la question de ces pénalités dont il faudrait essayer d'obtenir la suppression. Mais pas seulement. Le dispositif qu'il faudrait prolonger. Donc, il y a effectivement beaucoup de pistes. Peut-être un tour pour une conclusion. Christian, est-ce que vous voulez conclure cette première rencontre? Christian Chamoura? Oui, Christian Chamoura, et puis ensuite quelqu'un d'autre qui souhaite. Conclure, c'est un grand mot pour le fait d'intervenir dans tous les organismes pour obtenir des... Je pense qu'avec l'histoire de la Covid, on peut faire augmenter le délai pour la conclusion de trucs de rachat. Ça me paraît tout à fait légitime et je ne pense pas que ça puisse être refusé. Sur toutes les demandes que formule, par exemple, Mireille, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je sais par de nombreuses années que rien ne se passe facilement. Et c'est pas le levier, c'est pas la force et la force politique, c'est surtout une seule chose, le levier dans toutes nos organisations, c'est une entente. Mais chaque organisation a toujours, moi c'est un mot que j'ai fait partie, été président de l'UPP, et c'est un mot où toujours j'ai entendu les mêmes choses. Le photographe de presse, c'est pas la même chose que le photographe de pub, c'est pas la même chose que le photographe de ceci, de cela. Les spécificités. Et quand on a dit ça, ben, ça fait le nombre d'organisations professionnelles qu'on a, qui sont pour beaucoup pas très représentatifs, qui n'ont pas forcément les moyens de faire le travail. Et ça, c'est un gros problème. Mais s'il y a une unité entre toutes les organisations professionnelles, et je parle de l'organisation professionnelle, je ne parle pas à GESA ou régime social, ça, c'est une force. C'est ce que j'avais essayé de faire avec d'autres quand on a fait l'USOPAV à l'époque. Et j'ai voulu que ce ne soit pas telle organisation, mais que ce soit toutes les organisations qui sont dedans. C'est quand on a obtenu la formation professionnelle, c'est parce qu'on s'est réunis dans les locaux de la SACD, où toutes les organisations siégeaient. Bon, il y en a deux qui étaient un petit peu rétives, mais qui ont fini par se rallier aux 15 autres. Il y a 17 organisations en tout, et c'est ça qui a permis que ça se fasse. Parce que pendant des années, quand on le demandait à la Maison des Artistes ou à la GESA, on disait « Ah bon, on ne va pas faire un truc que pour la GESA ou que pour la Maison… » Moi, c'était pour la GESA. On ne va pas faire ça que pour une organisation. Le jour où tout le monde a été autour de la table, bah, ils ont été obligés de le faire. OK. Merci beaucoup, Christian. Peut-être une dernière chose. Ce terme scandale AGESA, 190 000 auteurs lésés, ça a pu créer des inquiétudes. Je crois que beaucoup d'organisations professionnelles ont reçu des appels d'auteurs paniqués par ce gros titre assez effrayant. Peut-être qu'on peut les rassurer. Ambre Morvan, est-ce qu'on pourrait avoir un mot pour rassurer ces auteurs qui sont inquiets parfois à tort ? Tu veux parler des auteurs qui auraient en parallèle cotisé à d'autres régimes? Par exemple, oui, on n'est pas forcément concernés. Ah oui, bah, tout à fait. Effectivement, s'il y a des auteurs qui en parallèle ont une activité de salarié, il faut savoir que vous avez malgré tout cotisé au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié. Et dans tous les cas, la cotisation retraite de base, elle est plafonnée. Donc peut-être que vous avez validé vos trimestres par ce biais-là. Donc effectivement, il y a peut-être un bilan à faire, et j'en profite pour rappeler que pour certaines associations d'auteurs ont des assistantes sociales qui peuvent vous aider à faire des bilans sur votre carrière. Donc ça peut être intéressant de vous rapprocher d'elles. En effet, il faut pas oublier qu'il s'agisse d'avant 2019 ou après 2019, il y a quand même un seuil pour lequel il faut cotiser pour obtenir des droits à la retraite. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce seuil et demander à surcotiser si vous voulez atteindre ce seuil et cotiser à la retraite. Et puis, en effet, rapprochez-vous de vos organisations professionnelles qui, autant que possible, essaient de communiquer avec vous sur ces sujets-là, même si malheureusement, elles ne sont pas toujours entendues. Et écoutez, merci à tous.
On reviendra peut-être dans 2 mois avec un sujet qu'on garde secret. Et on espère vous retrouver nombreux au prochain numéro de Place des auteurs. Merci et puis bon appétit. Merci d'avoir organisé. Merci. Au revoir. J'avais mon micro activé.